Chapitre VII de Madame Bovary par Gustave Flaubert. Elle fut stoïque le lendemain, lorsque maître Hareng, l'huissier, avec 2 témoins, se présenta chez elle pour faire le procès-verbal de la saisie. Ils commencèrent par le cabinet de Bovary et n'inscrivirent point la tête phrénologique, qui fut considérée comme instrument de sa profession. Mais ils comptèrent dans la cuisine les plats, les marmites, les chaises, les flambeaux, et dans sa chambre à coucher toutes les babioles de l'étagère. Ils examinèrent ses robes, le linge, le cabinet de toilette, et son existence, jusque dans ses recoins les plus intimes, fut, comme un cadavre que l'on autopsie, étalée tout du long au regard de ces 3 hommes. Maître Hareng, boutonné dans un mince habit noir, en cravate blanche, et portant des sous-pieds fort tendus, répétait de temps à autre: « Vous permettez, madame, vous permettez ?» Souvent il faisait des exclamations: « Charmant! Fort joli !» Puis il se remettait à écrire, trempant sa plume dans l'encrier de corne qu'il tenait de la main gauche. Quand ils en eurent fini avec les appartements, ils montèrent au grenier. Elle y gardait un pupitre où étaient enfermées les lettres de Rodolphe. Il fallut l'ouvrir. « Ah, une correspondance !» dit maître Hareng avec un sourire discret. « Mais permettez, car je dois m'assurer si la boîte ne contient pas autre chose. » Et il inclina les papiers, légèrement, comme pour en faire tomber des Napoléons. Alors l'indignation la prit, à voir cette grosse main aux doigts rouges et mous comme des limaces, qui se posait sur ces pages où son coeur avait battu. Ils partirent enfin. Félicité rentra. Elle l'avait envoyée aux aguets pour détourner Bovary, et elles installèrent vivement sous les toits le gardien de la saisie, qui jura de s'y tenir. Charles, pendant la soirée, lui parut soucieux. Emma l'épiait d'un regard plein d'angoisse, croyant apercevoir dans les rides de son visage des accusations. Puis, quand ses yeux se reportaient sur la cheminée garnie d'écrans chinois, sur les larges rideaux, sur les fauteuils, sur toutes ces choses enfin qui avaient adouci l'amertume de sa vie, un remords la prenait, ou plutôt un regret immense et qui irritait la passion, loin de l'anéantir. Charles tisonnait avec placidité, les 2 pieds sur les chenets. Il y eut un moment où le gardien, sans doute s'ennuyant dans sa cachette, fit un peu de bruit. « On marche là-haut » dit Charles. « Non, » reprit-elle, « c'est une lucarne restée ouverte que le vent remue. » Elle partit pour Rouen le lendemain dimanche, afin d'aller chez tous les banquiers dont elle connaissait le nom. Ils étaient à la campagne ou en voyage. Elle ne se rebuta pas, et ceux qu'elle put rencontrer, elle leur demandait de l'argent, protestant qu'il lui en fallait, qu'elle le rendrait. Quelques-uns lui rirent au nez, tous la refusèrent. À 2 heures, elle courut chez Léon, frappa contre sa porte. On n'ouvrit pas. Enfin il parut. « Qui t'amène ? Cela te dérange ? » ?»« Non, mais... » Et il avoua que le propriétaire n'aimait point que l'on reçût des femmes. « J'ai à te parler, » reprit-elle. Alors il atteignit sa clef. Elle l'arrêta. « Oh non, là-bas, chez nous. » Et ils allèrent dans leur chambre à l'hôtel de Boulogne. Elle but en arrivant un grand verre d'eau. Elle était très pâle. Elle lui dit: « Léon, tu vas me rendre un service. » Et, le secouant par ses 2 mains, qu'elle serrait étroitement, elle ajouta: « Écoute, j'ai besoin de 8 000 francs. »« Mais tu es folle !»« Pas encore. » Et aussitôt, racontant l'histoire de la saisie, elle lui exposa sa détresse. Car Charles ignorait tout, sa belle-mère la détestait, le père Rouault ne pouvait rien. Mais lui, Léon, il allait se mettre en course pour trouver cette indispensable somme. « Comment veux-tu ?»« Quel lâche tu fais !» s'écria-t-elle. Alors il dit bêtement: « Tu t'exagères le mal. Peut-être qu'avec 1 millier d'écus ton bonhomme se calmerait. » Raison de plus pour tenter quelque démarche. Il n'était pas possible que l'on ne découvrît point 3 000 francs. D'ailleurs, Léon pouvait s'engager à sa place. Va, essaye, il le faut. Cours. Oh, tâche, tâche, je t'aimerais bien. Il sortit, revint au bout d'1 heure,
et dit avec une figure solennelle: j'ai été chez 3 personnes, inutilement. Puis ils restèrent assis l'un en face de l'autre, aux 2 coins de la cheminée, immobiles, sans parler. Emma haussait les épaules, tout en trépignant. Il l'entendit qui murmurait: si j'étais à ta place, moi, j'en trouverais bien. Où donc? À ton étude. Et elle le regarda. Une hardiesse infernale s'échappait de ses prunelles enflammées, et les paupières se rapprochaient d'une façon lascive et encourageante, si bien que le jeune homme se sentit faiblir sous la muette volonté de cette femme qui lui conseillait un crime. Alors il eut peur, et pour éviter tout éclaircissement, il se frappa le front en s'écriant: morel doit revenir cette nuit. Il ne me refusera pas, j'espère. C'était un de ses amis, le fils d'un négociant fort riche. Et je t'apporterai cela demain, ajouta-t-il. Emma n'eut point l'air d'accueillir cet espoir avec autant de joie qu'il l'avait imaginé. Soupçonnait-elle le mensonge? Il reprit en rougissant: pourtant, si tu ne me voyais pas à 3 heures, ne m'attends plus, ma chérie. Il faut que je m'en aille, excuse-moi. Adieu. Il serra sa main, mais il la sentit tout inerte. Emma n'avait plus la force d'aucun sentiment. 4 heures sonnèrent, et elle se leva pour s'en retourner à Yonville, obéissant comme un automate à l'impulsion des habitudes. Il faisait beau. C'était un de ces jours du mois de mars, clairs et âpres, où le soleil reluit dans un ciel tout blanc. Des rouennais endimanchés se promenaient d'un air heureux. Elle arriva sur la place du parvis. On sortait des vêpres, la foule s'écoulait par les 3 portails comme un fleuve par les 3 arches d'un pont, et, au milieu, plus immobile qu'un roc, se tenait le Suisse. Alors elle se rappela ce jour où, tout anxieuse et pleine d'espérance, elle était entrée sous cette grande nef qui s'étendait devant elle moins profonde que son amour, et elle continua de marcher, en pleurant sous son voile, étourdie, chancelante, près de défaillir. Gare! Cria une voix sortant d'une porte cochère qui s'ouvrait. Elle s'arrêta pour laisser passer un cheval noir, piaffant dans les brancards d'un tilbury que conduisait un gentleman en fourrure de zibeline. Qui était-ce donc? Elle le connaissait. La voiture s'élança et disparut. Mais c'était lui, le vicomte! Elle se détourna. La rue était déserte. Et elle fut si accablée, si triste, qu'elle s'appuya contre un mur pour ne pas tomber. Puis elle pensa qu'elle s'était trompée. Au reste, elle n'en savait rien. Tout, en elle-même et au dehors, l'abandonnait. Elle se sentait perdue, roulant au hasard dans des abîmes indéfinissables. Et ce fut presque avec joie qu'elle aperçut, en arrivant à la Croix-Rouge, ce bon homais qui regardait charger sur l'hirondelle une grande boîte pleine de provisions pharmaceutiques. Il tenait à sa main, dans un foulard, 6 cheminots pour son épouse. Madame Homais aimait beaucoup ces petits pains lourds, en forme de turban, que l'on mange dans le carême avec du beurre salé. Dernier échantillon des nourritures gothiques, qui remontent peut-être au siècle des croisades, et dont les robustes normands s'emplissaient autrefois, croyant voir sur la table, à la lueur des torches jaunes, entre les brocs d'hypocras et les gigantesques charcuteries, des têtes de sarrasins à dévorer. La femme de l'apothicaire les croquait comme eux, héroïquement, malgré sa détestable dentition. Aussi, toutes les fois que M. Homais faisait un voyage à la ville, il ne manquait pas de lui en rapporter, qu'il prenait toujours chez le grand faiseur, rue Massacre. « Charmé de vous voir, » dit-il en offrant la main à Emma, pour l'aider à monter dans l'hirondelle. Puis il suspendit les cheminots aux lanières du filet, et resta nu-tête et les bras croisés, dans une attitude pensive et napoléonienne. Mais quand l'aveugle, comme d'habitude, apparut au bas de la côte, il s'écria: « Je ne comprends pas que l'autorité tolère encore de si coupables industries. On devrait enfermer ces malheureux, que l'on forcerait à quelque travail. Le progrès, ma parole d'honneur, marche à pas de tortue. Nous pataugeons en pleine barbarie. » L'aveugle tendait son chapeau, qui ballottait au bord de la portière comme une poche de la tapisserie des Clouets. « Voilà, dit le pharmacien, une affection scrofuleuse. »
et bien qu'il connût ce pauvre diable, il feignit de le voir pour la première fois, murmura les mots de cornée, cornée opaque, sclérotique, faciès, puis lui demanda d'un ton paterne: y a-t-il longtemps, mon ami, que tu as cette épouvantable infirmité? Au lieu de t'enivrer au cabaret, tu ferais mieux de suivre un régime. Il l'engageait à prendre de bons vins, de bonne bière, de bons rôtis. L'aveugle continuait sa chanson. Il paraissait, d'ailleurs, presque idiot. Enfin, m homais ouvrit sa bourse. Tiens, voilà un sou, rends-moi 2 liards. Et n'oublie pas mes recommandations, tu t'en trouveras bien. Hivert se permit tout haut quelques doutes sur leur efficacité. Mais l'apothicaire certifia qu'il le guérirait lui-même avec une pommade antiphlogistique de sa composition, et il donna son adresse. Monsieur Homais, près des Halles, suffisamment connu. Eh bien, pour la peine, dit Hivert, tu vas nous montrer la comédie. L'aveugle s'affaissa sur ses jarrets, et la tête renversée, tout en roulant ses yeux verdâtres et tirant la langue, il se frottait l'estomac à 2 mains, tandis qu'il poussait une sorte de hurlement sourd comme un chien affamé. Emma, prise de dégoût, lui envoya, par-dessus l'épaule, une pièce de 5 francs. C'était toute sa fortune. Il lui semblait beau de la jeter ainsi. La voiture était repartie, quand soudain m homais se pencha en dehors du vasistas et cria: pas de farineux ni de laitage, portez de la laine sur la peau et exposez les parties malades à la fumée de baies de genièvre. Le spectacle des objets connus qui défilaient devant ses yeux peu à peu détournait Emma de sa douleur présente. Une intolérable fatigue l'accablait, et elle arriva chez elle hébétée, découragée, presque endormie. Advienne que pourra, se disait-elle. Et puis, qui sait, pourquoi, d'un moment à l'autre, ne surgirait-il pas un événement extraordinaire? L'heureux même pouvait mourir. Elle fut, à 9 heures du matin, réveillée par un bruit de voix sur la place. Il y avait un attroupement autour des Halles pour lire une grande affiche collée contre un des poteaux, et elle vit Justin qui montait sur une borne et qui déchirait l'affiche. Mais, à ce moment, le garde champêtre lui posa la main sur le collet. M. Homais sortit de la pharmacie, et la mère Lefrançois, au milieu de la foule, avait l'air de pérorer. « Madame, madame !» s'écria Félicité en entrant. « C'est une abomination !» Et la pauvre fille émue lui tendit un papier jaune qu'elle venait d'arracher à la porte. Emma lut d'un clin d'œil que tout son mobilier était à vendre. Alors elles se considérèrent silencieusement. Elles n'avaient, la servante et la maîtresse, aucun secret l'une pour l'autre. Enfin Félicité soupira. « Si j'étais de vous, madame, j'irais chez monsieur Guillaumin. »« Tu crois ?» Et cette interrogation voulait dire: « Toi qui connais la maison par le domestique, est-ce que le maître quelquefois aurait parlé de moi ?»« Oui, allez-y, vous ferez bien. » Elle s'habilla, mit sa robe noire avec sa capote à grains de jais, et, pour qu'on ne la vît pas, il y avait toujours beaucoup de monde sur la place, elle prit en dehors du village par le sentier au bord de l'eau. Elle arriva tout essoufflée devant la grille du notaire. Le ciel était sombre et un peu de neige tombait. Au bruit de la sonnette, Théodore, en gilet rouge, parut sur le perron. Il vint lui ouvrir presque familièrement, comme à une connaissance, et l'introduisit dans la salle à manger. Un large poêle de porcelaine bourdonnait sous un cactus qui emplissait la niche, et, dans des cadres de bois noir, contre la tenture de papier chêne, il y avait la Esmeralda de Steuben avec la Putiphar de Chopin. La table servie, 2 réchauds d'argent, le bouton des portes en cristal, le parquet et les meubles, tout reluisait d'une propreté méticuleuse, anglaise. Les carreaux étaient décorés, à chaque angle, par des verres de couleur. « Voilà une salle à manger, » pensait Emma, « comme il m'en faudrait une. » Le notaire entra, serrant du bras gauche contre son corps sa robe de chambre à palmes, tandis qu'il ôtait et remettait vite de l'autre main sa toque de velours marron, prétentieusement posée sur le côté droit, où retombaient les bouts de 3 mèches blondes qui, prises à l'occiput,
contournait son crâne chauve. Après qu'il eut offert un siège, il s'assit pour déjeuner, tout en s'excusant beaucoup de l'impolitesse. Monsieur, dit-elle, je vous prierai. De quoi, madame? J'écoute. Elle se mit à lui exposer sa situation. Maître Guillaumin la connaissait, étant lié secrètement avec le marchand d'étoffes, chez lequel il trouvait toujours des capitaux pour les prêts hypothécaires qu'on lui demandait à contracter. Donc, il savait, et mieux qu'elle, la longue histoire de ces billets, minimes d'abord, portant comme endosseurs des noms divers, espacés à de longues échéances et renouvelés continuellement, jusqu'au jour où, ramassant tous les protêts, le marchand avait chargé son ami Vinçart de faire en son nom propre les poursuites qu'il fallait, ne voulant point passer pour un tigre parmi ses concitoyens. Elle entremêla son récit de récriminations contre l'heureux, récriminations auxquelles le notaire répondait de temps à autre par une parole insignifiante. Mangeant sa côtelette et buvant son thé, il baissait le menton dans sa cravate bleu de ciel, piquée par 2 épingles de diamant que rattachait une chaînette d'or. Et il souriait d'un singulier sourire, d'une façon douceâtre et ambiguë. Mais, s'apercevant qu'elle avait les pieds humides, « Approchez-vous donc du poêle, plus haut, contre la porcelaine. » Elle avait peur de la salir. Le notaire reprit d'un ton galant, « Les belles choses ne gâtent rien. » Alors elle tâcha de l'émouvoir, et, s'émotionnant elle-même, elle vint à lui conter l'étroitesse de son ménage, ses tiraillements, ses besoins. Il comprenait cela, une femme élégante. Et, sans s'interrompre de manger, il s'était tourné vers elle complètement, si bien qu'il frôlait du genou sa bottine, dont la semelle se recourbait tout en fumant contre le poêle. Mais lorsqu'elle lui demanda 1000 écus, il serra les lèvres, puis se déclara très peiné de n'avoir pas eu autrefois la direction de sa fortune, car il y avait 100 moyens fort commodes, même pour une dame, de faire valoir son argent. On aurait pu, soit dans les tourbières de Grumesnil ou les terrains du Havre, hasarder presque à coup sûr d'excellentes spéculations. Et il la laissa se dévorer de rage à l'idée des sommes fantastiques qu'elle aurait certainement gagnées. « D'où vient, reprit-il, que vous n'êtes pas venu chez moi? »« Je ne sais trop, dit-elle. »« Pourquoi, hein? Je vous faisais donc bien peur? C'est moi, au contraire, qui devrais me plaindre. À peine si nous nous connaissons. Je vous suis pourtant très dévoué. Vous n'en doutez plus, j'espère. » Il tendit sa main, prit la sienne, la couvrit d'un baiser vorace, puis la garda sur son genou. Et il jouait avec ses doigts délicatement, tout en lui contant 1000 douceurs. Sa voix fade susurrait, comme un ruisseau qui roule. Une étincelle jaillissait de sa pupille à travers le miroitement de ses lunettes, et ses mains s'avançaient dans la manche d'Emma pour lui palper le bras. Elle sentait contre sa joue le souffle d'une respiration haletante. Cet homme la gênait horriblement. Elle se leva d'un bond et lui dit « Monsieur, j'attends. »« Quoi donc ?» fit le notaire, qui devint tout à coup extrêmement pâle. « Cet argent ? » « Mais… » Puis, cédant à l'irruption d'un désir trop fort, « Eh bien, oui. » Il se traînait à genoux vers elle, sans égard pour sa robe de chambre. « De grâce, restez, je vous aime. » Il la saisit par la taille. Un flot de pourpre monta vite au visage de Madame Bovary. Elle se recula d'un air terrible en s'écriant « Vous profitez impudemment de ma détresse, monsieur. Je suis à plaindre, mais pas à vendre. » Et elle sortit. Le notaire resta fort stupéfait, les yeux fixés sur ses belles pantoufles en tapisserie. C'était un présent de l'amour. Cette vue à la fin le consola. D'ailleurs, il songeait qu'une aventure pareille l'aurait entraîné trop loin. « Quel misérable, quel goujat, quelle infamie !» se disait-elle, en fuyant d'un pied nerveux sous les trembles de la route. Le désappointement de l'insuccès renforçait l'indignation de sa pudeur outragée. Il lui semblait que la providence s'acharnait à la poursuivre, et, s'en rehaussant d'orgueil, jamais elle n'avait eu tant d'estime pour elle-même ni tant de mépris pour les autres. Quelque chose de belliqueux la transportait.
Elle aurait voulu battre les hommes, leur cracher au visage, les broyer tous. Et elle continuait à marcher rapidement devant elle, pâle, frémissante, enragée, furetant d'un œil en pleurs l'horizon vide, et comme se délectant à la haine qui l'étouffait. Quand elle aperçut sa maison, un engourdissement la saisit. Elle ne pouvait avancer. Il le fallait cependant. D'ailleurs, où fuir? Félicité l'attendait sur la porte. Eh bien? Non, dit Emma. Et, pendant un quart d'heure, toutes les deux, elles avisèrent les différentes personnes d'Yonville disposées peut-être à la secourir. Mais chaque fois que Félicité nommait quelqu'un, Emma répliquait: est-ce possible? Ils ne voudront pas. Et monsieur qui va rentrer? Je le sais bien, laisse-moi seule. Elle avait tout tenté. Il n'y avait plus rien à faire maintenant. Et, quand Charles paraîtrait, elle allait donc lui dire: retire-toi, ce tapis où tu marches n'est plus à nous. De ta maison, tu n'as pas un meuble, une épingle, une paille, et c'est moi qui t'ai ruiné, pauvre homme. Alors ce serait un grand sanglot, puis il pleurerait abondamment, et enfin, la surprise passée, il pardonnerait. Oui, murmurait-elle en grinçant des dents, il me pardonnera, lui qui n'aurait pas assez d'1 million à m'offrir pour que je l'excuse de m'avoir connue. Jamais, jamais. Cette idée de la supériorité de Bovary sur elle l'exaspérait. Puis, qu'elle avouât ou n'avouât pas, tout à l'heure, tantôt, demain, il n'en saurait pas moins la catastrophe. Donc, il fallait attendre cette horrible scène et subir le poids de sa magnanimité. L'envie lui vint de retourner chez l'heureux. À quoi bon? D'écrire à son père? Il était trop tard. Et peut-être qu'elle se repentait maintenant de n'avoir pas cédé à l'autre, lorsqu'elle entendit le trot d'un cheval dans l'allée. C'était lui, il ouvrait la barrière, il était plus blême que le mur de plâtre. Bondissant dans l'escalier, elle s'échappa vivement par la place, et la femme du maire, qui causait devant l'église avec lestiboudois, la vit entrer chez le percepteur. Elle courut le dire à madame Caron. Ces deux dames montèrent dans le grenier, et cachées par du linge étendu sur des perches, se postèrent commodément pour apercevoir tout l'intérieur de Binet. Il était seul, dans sa mansarde, en train d'imiter, avec du bois, une de ces ivoireries indescriptibles, composées de croissants, de sphères creusées les unes dans les autres, le tout droit comme un obélisque et ne servant à rien. Et il entamait la dernière pièce, il touchait au but. Dans le clair-obscur de l'atelier, la poussière blonde s'envolait de son outil, comme une aigrette d'étincelles sous les fers d'un cheval au galop. Les deux roues tournaient, ronflaient. Binet souriait, le menton baissé, les narines ouvertes, et semblait enfin perdu dans un de ces bonheurs complets, n'appartenant sans doute qu'aux occupations médiocres, qui amusent l'intelligence par des difficultés faciles et l'assouvissent en une réalisation au-delà de laquelle il n'y a pas à rêver. Ah, la voici, fit madame Tuvache. Mais il n'était guère possible, à cause du tour, d'entendre ce qu'elle disait. Enfin ces dames crurent distinguer le mot franc, et la mère Tuvache souffla tout bas: elle le prie pour obtenir un retard à ses contributions. D'apparence, reprit l'autre. Elles la virent qui marchait de long en large, examinant contre les murs les ronds de serviettes, les chandeliers, les pommes de rampe, tandis que Binet se caressait la barbe avec satisfaction. Viendrait-elle lui commander quelque chose? Dit madame Tuvache. Mais il ne vend rien, objecta sa voisine. Le percepteur avait l'air d'écouter, tout en écarquillant les yeux, comme s'il ne comprenait pas. Elle continuait d'une manière tendre, suppliante. Elle se rapprocha, son sein haletait, il ne parlait plus. Est-ce qu'elle lui fait des avances? Dit madame Tuvache. Binet était rouge jusqu'aux oreilles. Elle lui prit les mains. Oh, c'est trop fort! Et sans doute qu'elle lui proposait une abomination, car le percepteur, il était brave pourtant, il avait combattu à Bautzen et à Lutzen, fait la campagne de France, et même été porté pour la croix. Tout à coup, comme à la vue d'un serpent, se recula bien loin en s'écriant: madame,
y pensez-vous? On devrait fouetter ces femmes-là, dit madame Tuvache. Où est-elle donc? Reprit madame Caron. Car elle avait disparu durant ces mots. Puis, l'apercevant qui enfilait la grande rue et tournait à droite comme pour gagner le cimetière, elles se perdirent en conjectures. Mère Rollet, dit-elle en arrivant chez la nourrice, j'étouffe, délassez-moi. Elle tomba sur le lit, elle sanglotait. La mère Rollet la couvrit d'un jupon et resta debout près d'elle. Puis, comme elle ne répondait pas, la bonne femme s'éloigna, prit son rouet et se mit à filer du lin. Oh, finissez, murmura-t-elle, croyant entendre le tour de Binet. Qui la gêne? Se demandait la nourrice. Pourquoi vient-elle ici? Elle y était accourue, poussée par une sorte d'épouvante qui la chassait de sa maison. Couchée sur le dos, immobile et les yeux fixes, elle discernait vaguement les objets, bien qu'elle y appliquât son attention avec une persistance idiote. Elle contemplait les écaillures de la muraille, 2 tisons fumant bout à bout, et une longue araignée qui marchait au-dessus de sa tête dans la fente de la poutrelle. Enfin elle rassembla ses idées. Elle se souvenait. Un jour, avec Léon, oh, comme c'était loin! Le soleil brillait sur la rivière et les clématites embaumaient. Alors, emportée dans ses souvenirs comme dans un torrent qui bouillonne, elle arriva bientôt à se rappeler la journée de la veille. Quelle heure est-il? demanda-t-elle. La mère Rollet sortit, leva les doigts de sa main droite du côté que le ciel était le plus clair, et rentra lentement en disant 3 heures bientôt. Ah, merci, merci. Car il allait venir. C'était sûr, il aurait trouvé de l'argent. Mais il irait peut-être là-bas sans se douter qu'elle fût là. Et elle commanda à la nourrice de courir chez elle pour l'amener. Dépêchez-vous. Mais ma chère dame, j'y vais, j'y vais. Elle s'étonnait à présent de n'avoir pas songé à lui tout d'abord. Hier, il avait donné sa parole, il n'y manquerait pas. Et elle se voyait déjà chez l'heureux, étalant sur son bureau les 3 billets de banque. Puis il faudrait inventer une histoire qui expliquât les choses à Bovary. Laquelle? Cependant la nourrice était bien longue à revenir. Mais comme il n'y avait point d'horloge dans la chaumière, Emma craignait de s'exagérer peut-être la longueur du temps. Elle se mit à faire des tours de promenade dans le jardin, pas à pas. Elle alla dans le sentier le long de la haie, et s'en retourna vivement, espérant que la bonne femme serait rentrée par une autre route. Enfin, lasse d'attendre, assaillie de soupçons qu'elle repoussait, ne sachant plus si elle était là depuis un siècle ou une minute, elle s'assit dans un coin et ferma les yeux, se boucha les oreilles. La barrière grinça. Elle fit un bond. Avant qu'elle eût parlé, la mère Rollet lui avait dit « Il n'y a personne chez vous. » Comment? Oh, personne, et monsieur pleure, il vous appelle, on vous cherche. Emma ne répondit rien. Elle haletait, tout en roulant les yeux autour d'elle, tandis que la paysanne, effrayée de son visage, se reculait instinctivement, la croyant folle. Tout à coup elle se frappa le front, poussa un cri, car le souvenir de Rodolphe, comme un grand éclair dans une nuit sombre, lui avait passé dans l'âme. Il était si bon, si délicat, si généreux. Et d'ailleurs, s'il hésitait à lui rendre ce service, elle saurait bien l'y contraindre en rappelant d'un seul clin d'œil leur amour perdu. Elle partit donc vers la huchette, sans s'apercevoir qu'elle courait s'offrir à ce qui l'avait tantôt si fort exaspérée, ni se douter le moins du monde de cette prostitution. Fin du chapitre 7 de la 3e partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en octobre 2012. Chapitre 8 de la 3e partie de Madame Bovary par Gustave Flaubert. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Elle se demandait tout en marchant « Que vais-je dire? Par où commencerai-je » Et à mesure qu'elle avançait, elle reconnaissait les buissons, les arbres, les joncs marins sur la colline, le château là-bas. Elle se retrouvait dans les sensations de sa première tendresse, et son pauvre coeur comprimé s'y dilatait amoureusement. Un vent tiède lui soufflait au visage, la neige, se fondant,
tombaient goutte à goutte des bourgeons sur l'herbe. Elle entra, comme autrefois, par la petite porte du parc, puis arriva à la cour d'honneur que bordait un double rang de tilleuls touffus. Ils balançaient, en sifflant, leurs longues branches. Les chiens au chenil aboyèrent tous, et l'éclat de leurs voix retentissait sans qu'il parût personne. Elle monta le large escalier droit, à balustres de bois, qui conduisait au corridor pavé de dalles poudreuses où s'ouvraient plusieurs chambres à la file, comme dans les monastères ou les auberges. La sienne était au bout, tout au fond, à gauche. Quand elle vint à poser les doigts sur la serrure, ses forces subitement l'abandonnèrent. Elle avait peur qu'il ne fût pas là, le souhaitait presque, et c'était pourtant son seul espoir, la dernière chance de salut. Elle se recueillit une minute, et retrempant son courage au sentiment de la nécessité présente, elle entra. Il était devant le feu, les deux pieds sur le chambranle, en train de fumer une pipe. « Tiens, c'est vous ?» dit-il en se levant brusquement. « Oui, c'est moi. Je voudrais, Rodolphe, vous demander un conseil. » Et malgré tous ses efforts, il lui était impossible de desserrer la bouche. « Vous n'avez pas changé, vous êtes toujours charmante. »« Oh !» reprit-elle amèrement, « ce sont de tristes charmes, mon ami, puisque vous les avez dédaignés. » Alors il entama une explication de sa conduite, s'excusant en termes vagues, faute de pouvoir inventer mieux. Elle se laissa prendre à ses paroles, plus encore à sa voix et par le spectacle de sa personne, si bien qu'elle fit semblant de croire, ou crut-elle peut-être, au prétexte de leur rupture. C'était un secret d'où dépendait l'honneur et même la vie d'une troisième personne. « N'importe, fit-elle en le regardant tristement, j'ai bien souffert. » Il répondit d'un ton philosophique, « L'existence est ainsi. » A-t-elle du moins, reprit Emma, été bonne pour vous depuis notre séparation? Oh, ni bonne, ni mauvaise. Il aurait peut-être mieux valu ne jamais nous quitter? Oui, peut-être. Tu crois? dit-elle en se rapprochant. Et elle soupira. Oh, Rodolphe, si tu savais, je t'ai bien aimé. Ce fut alors qu'elle prit sa main, et ils restèrent quelque temps les doigts entrelacés, comme le premier jour au comice. Par un geste d'orgueil, il se débattait sous l'attendrissement. Mais s'affaissant contre sa poitrine, elle lui dit: « Comment voulais-tu que je vécusse sans toi? On ne peut pas se déshabituer du bonheur. J'étais désespérée, j'ai cru mourir. Je te conterai tout cela, tu verras. Et toi, tu m'as fui. » Car depuis 3 ans, il l'avait soigneusement évitée par suite de cette lâcheté naturelle qui caractérise le sexe fort. Et Emma continuait avec des gestes mignons de tête, plus câlines qu'une chatte amoureuse. « Tu en aimes d'autres, avoue-le. Oh, je les comprends, va. Je les excuse. Tu les auras séduites comme tu m'avais séduite. Tu es un homme, toi. Tu as tout ce qu'il faut pour te faire chérir. Mais nous recommencerons, n'est-ce pas? Nous nous aimerons. Tiens, je ris, je suis heureuse. Parle donc. » Et elle était ravissante à voir, avec son regard où tremblait une larme, comme l'eau d'un orage dans un calice bleu. Il la tira sur ses genoux, et il caressait du revers de la main ses bandeaux lisses, où, dans la clarté du crépuscule, miroitait comme une flèche d'or un dernier rayon du soleil. Elle penchait le front. Il finit par la baiser sur les paupières, tout doucement, du bout de ses lèvres. « Mais tu as pleuré, dit-il. Pourquoi? » Elle éclata en sanglots. Rodolphe crut que c'était l'explosion de son amour. Comme elle se taisait, il prit ce silence pour une dernière pudeur, et alors il s'écria: « Ah, pardonne-moi, tu es la seule qui me plaise. J'ai été imbécile et méchant. Je t'aime, je t'aimerai toujours. Qu'as-tu? Dis-le donc. » Il s'agenouillait. « Eh bien, je suis ruiné, Rodolphe. Tu vas me prêter 3000 francs. » « Mais, dit-il en se relevant peu à peu, tandis que sa physionomie prenait une expression grave. « Tu sais, continuait-elle vite, que mon mari avait placé toute sa fortune chez un notaire. Il s'est enfui. Nous avons emprunté, les clients ne payaient pas. Du reste, la liquidation n'est pas finie, nous en aurons plus tard. Mais aujourd'hui, faute de 3000 francs, on va nous saisir. C'est à présent, à l'instant même. Et comptant sur ton amitié, je suis venue. »
Ah, pensa Rodolphe, qui devint très pâle tout à coup, c'est pour cela qu'elle est venue. Enfin il dit d'un air calme, je ne les ai pas, chère madame. Il ne mentait point. Il les eût eus qu'il les aurait donnés, sans doute, bien qu'il soit généralement désagréable de faire de si belles actions. Une demande pécuniaire, de toutes les bourrasques qui tombent sur l'amour, étant la plus froide et la plus déracinante. Elle resta d'abord quelques minutes à le regarder. Tu ne les as pas? Elle répéta plusieurs fois. Tu ne les as pas? J'aurais dû m'épargner cette dernière honte. Tu ne m'as jamais aimé. Tu ne vaux pas mieux que les autres. Elle se trahissait, elle se perdait. Rodolphe l'interrompit, affirmant qu'il se trouvait gêné lui-même. Ah, je te plains, dit Emma. Oui, considérablement. Et, arrêtant ses yeux sur une carabine damasquinée qui brillait dans la panoplie, mais lorsqu'on est si pauvre, on ne met pas d'argent à la crosse de son fusil, on n'achète pas une pendule avec des incrustations d'écailles, continuait-elle en montrant l'horloge de boule. Ni des sifflets de vermeil pour ses fouets, elle les touchait, ni des breloques pour sa montre. Ah, rien ne lui manque, jusqu'à un porte-liqueurs dans sa chambre, car tu t'aimes, tu vis bien, tu as un château, des fermes, des bois, tu chasses à court, tu voyages à Paris. Et quand ce ne serait que cela, s'écria-t-elle en prenant sur la cheminée ses boutons de manchette, que la moindre de ces niaiseries, on en peut faire de l'argent. Oh, je n'en veux pas, garde-les. Et elle lança bien loin les 2 boutons, dont la chaîne d'or se rompit en cognant contre la muraille. Mais moi, je t'aurais tout donné, j'aurais tout vendu, j'aurais travaillé de mes mains, j'aurais mendié sur les routes pour un sourire, pour un regard, pour t'entendre dire merci. Et tu restes là tranquillement dans ton fauteuil, comme si déjà tu ne m'avais pas fait assez souffrir. Sans toi, sais-tu bien, j'aurais pu vivre heureuse. Qui t'y forçait? Était-ce une gageure? Tu m'aimais cependant, tu le disais. Et tout à l'heure encore? Ah! Il eût mieux valu me chasser. J'ai les mains chaudes de tes baisers, et voilà la place sur le tapis où tu jurais à mes genoux une éternité d'amour. Tu m'y as fait croire, tu m'as pendant 2 ans traîné dans le rêve le plus magnifique et le plus suave. Hein, nos projets de voyage, tu te rappelles? Oh, ta lettre, elle m'a déchiré le coeur. Et puis, quand je reviens vers lui qui est riche, heureux, libre, pour implorer un secours que le premier venu rendrait, suppliante et lui rapportant toute ma tendresse, il me repousse parce que ça lui coûterait 3000 francs. Je ne les ai pas, répondit Rodolphe avec ce calme parfait dont se recouvrent comme d'un bouclier les colères résignées. Elle sortit. Les murs tremblaient, le plafond l'écrasait, et elle repassa par la longue allée en trébuchant contre les tas de feuilles mortes que le vent dispersait. Enfin elle arriva au seau de loup devant la grille. Elle se cassa les ongles contre la serrure tant elle se dépêchait pour l'ouvrir. Puis, 100 pas plus loin, essoufflée, près de tomber, elle s'arrêta. Et alors, se détournant, elle aperçut encore une fois l'impassible château, avec le parc, les jardins, les 3 cours et toutes les fenêtres de la façade. Elle resta perdue de stupeur, et n'ayant plus conscience d'elle-même que par le battement de ses artères, qu'elle croyait entendre s'échapper comme une assourdissante musique qui emplissait la campagne. Le sol sous ses pieds était plus mou qu'une onde, et les sillons lui parurent d'immenses vagues brunes qui déferlaient. Tout ce qu'il y avait dans sa tête de réminiscences, d'idées, s'échappait à la fois d'un seul bond, comme les 1000 pièces d'un feu d'artifice. Elle vit son père, le cabinet de l'heureux, leur chambre là-bas, un autre paysage. La folie la prenait, elle eut peur, et parvint à se ressaisir, d'une manière confuse, il est vrai, car elle ne se rappelait point la cause de son horrible état, c'est-à-dire la question d'argent. Elle ne souffrait que de son amour, et sentait son âme l'abandonner par ce souvenir, comme les blessés, en agonisant, sentent l'existence qui s'en va par leurs plaies qui saignent. La nuit tombait, des corneilles volaient. Il lui sembla tout à coup que des globules couleur de feu éclataient dans l'air comme des balles fulminantes en s'aplatissant, et tournaient pour aller se fondre sur la neige entre les branches des arbres. Au milieu de chacun d'eux, la figure de Rodolphe apparaissait.
Ils se multiplièrent et ils se rapprochaient, la pénétraient. Tout disparut. Elle reconnut les lumières des maisons qui rayonnaient de loin dans le brouillard. Alors sa situation, telle qu'un abîme, se représenta. Elle haletait à se rompre la poitrine. Puis, dans un transport d'héroïsme qui la rendait presque joyeuse, elle descendit la côte en courant, traversa la planche aux vaches, le sentier, l'allée, les halles, et arriva devant la boutique du pharmacien. Il n'y avait personne. Elle allait entrer, mais, au bruit de la sonnette, on pouvait venir. Et, se glissant par la barrière, retenant son haleine, tâtant les murs, elle s'avança jusqu'au seuil de la cuisine, où brûlait une chandelle posée sur le fourneau. Justin, en manche de chemise, emportait un plat. Ah, il dîne. Attendons. Il revint, elle frappa contre la vitre. Il sortit. La clé, celle d'en haut où sont les... Comment? Et il la regardait, tout étonné par la pâleur de son visage qui tranchait en blanc sur le fond noir de la nuit. Elle lui apparut extraordinairement belle et majestueuse comme un fantôme. Sans comprendre ce qu'elle voulait, il pressentait quelque chose de terrible. Mais elle reprit vivement, à voix basse, d'une voix douce, dissolvante. « Je la veux, donne-la-moi. » Comme la cloison était mince, on entendait le cliquetis des fourchettes sur les assiettes dans la salle à manger. Elle prétendit avoir besoin de tuer les rats qui l'empêchaient de dormir. « Il faudrait que j'avertisse monsieur. »« Non, reste. » Puis, d'un air indifférent, « Et ce n'est pas la peine, je lui dirai tantôt. Allons, éclaire-moi. » Elle entra dans le corridor où s'ouvrait la porte du laboratoire. Il y avait contre la muraille une clef étiquetée Capharnaüm. « Justin !» cria l'apothicaire, qui s'impatientait. « Montons. » Et il la suivit. La clef tourna dans la serrure, et elle alla droit vers la troisième tablette, tant son souvenir la guidait bien, saisit le bocal bleu, en arracha le bouchon, y fourra sa main, et, la retirant pleine d'une poudre blanche, elle se mit à manger à même. « Arrêtez !» s'écria-t-il en se jetant sur elle. « Tais-toi, on viendrait. » Il se désespérait, voulait appeler. « N'en dis rien, tout retomberait sur ton maître. » Puis elle s'en retourna subitement apaisée, et presque dans la sérénité d'un devoir accompli. Quand Charles, bouleversé par la nouvelle de la saisie, était rentré à la maison, Emma venait d'en sortir. Il cria, pleura, s'évanouit, mais elle ne revint pas. Où pouvait-elle être? Il envoya Félicité chez Homais, chez M. Tuvache, chez Lheureux, au Lion d'Or, partout. Et, dans les intermittences de son angoisse, il voyait sa considération anéantie, leur fortune perdue, l'avenir de Berthe brisé. Par quelle cause? Pas un mot. Il attendit jusqu'à 6 heures du soir. Enfin, n'y pouvant plus tenir, et imaginant qu'elle était partie pour Rouen, il alla sur la grande route, fit une demi-lieue, ne rencontra personne, attendit encore, et s'en revint. Elle était rentrée. Qu'y avait-il? Pourquoi? Explique-moi. Elle s'assit à son secrétaire et écrivit une lettre qu'elle cacheta lentement, ajoutant la date du jour et l'heure. Puis elle dit d'un ton solennel: « Tu la liras demain. D'ici là, je t'en prie, ne m'adresse pas une seule question. Non, pas une. » Mais... Oh, laisse-moi. Et elle se coucha tout du long sur son lit. Une saveur âcre qu'elle sentait dans sa bouche la réveilla. Elle entrevit Charles et referma les yeux. Elle s'épiait curieusement pour discerner si elle ne souffrait pas. Mais non, rien encore. Elle entendait le battement de la pendule, le bruit du feu, et Charles, debout près de sa couche, qui respirait. « Ah, c'est bien peu de chose, la mort, pensait-elle. Je vais m'endormir, et tout sera fini. » Elle but une gorgée d'eau et se tourna vers la muraille. Cet affreux goût d'encre continuait. « J'ai soif, oh, j'ai bien soif, » soupira-t-elle. « Qu'as-tu donc? » dit Charles qui lui tendait un verre. « Ce n'est rien. Ouvre la fenêtre, j'étouffe. » Et elle fut prise d'une nausée si soudaine qu'elle eut à peine le temps de saisir son mouchoir sous l'oreiller.
enlève-le, dit-elle vivement. Jette-le. Il la questionna, elle ne répondit pas. Elle se tenait immobile, de peur que la moindre émotion ne la fît vomir. Cependant, elle sentait un froid de glace qui lui montait des pieds jusqu'au coeur. Ah, voilà que ça commence, murmura-t-elle. Que dis-tu? Elle roulait sa tête avec un geste doux plein d'angoisse, et tout en ouvrant continuellement les mâchoires, comme si elle eût porté sur sa langue quelque chose de très lourd. À 8 heures, les vomissements reparurent. Charles observa qu'il y avait au fond de la cuvette une sorte de gravier blanc attaché aux parois de la porcelaine. C'est extraordinaire, c'est singulier, répéta-t-il. Mais elle dit d'une voix forte: non, tu te trompes. Alors, délicatement et presque en la caressant, il lui passa la main sur l'estomac. Elle jeta un cri aigu. Il se recula tout effrayé. Puis elle se mit à geindre, faiblement d'abord. Un grand frisson lui secouait les épaules, et elle devenait plus pâle que le drap où s'enfonçaient ses doigts crispés. Son pouls inégal était presque insensible maintenant. Des gouttes suintaient sur sa figure bleuâtre, qui semblait comme figée dans l'exhalaison d'une vapeur métallique. Ses dents claquaient, ses yeux agrandis regardaient vaguement autour d'elle, et à toutes les questions elle ne répondait qu'en hochant la tête. Même elle sourit 2 ou 3 fois. Peu à peu, ses gémissements furent plus forts. Un hurlement sourd lui échappa. Elle prétendit qu'elle allait mieux et qu'elle se lèverait tout à l'heure. Mais les convulsions la saisirent, elle s'écria: ah, c'est atroce, mon Dieu! Il se jeta à genoux contre son lit. Parle, qu'as-tu mangé? Réponds, au nom du ciel! Et il la regardait avec des yeux d'une tendresse comme elle n'en avait jamais vu. Eh bien là, là, dit-elle d'une voix défaillante. Il bondit au secrétaire, brisa le cachet et lut tout haut: qu'on n'accuse personne. Il s'arrêta, se passa la main sur les yeux et relut encore: comment? Au secours, à moi! Et il ne pouvait que répéter ce mot: empoisonné, empoisonné. Félicité courut chez homais, qui l'exclama sur la place. Madame Lefrançois l'entendit au lion d'or. Quelques-uns se levèrent pour l'apprendre à leurs voisins, et toute la nuit le village fut en éveil. Éperdu, balbutiant, près de tomber, Charles tournait dans la chambre. Il se heurtait aux meubles, s'arrachait les cheveux, et jamais le pharmacien n'avait cru qu'il pût y avoir de si épouvantables spectacles. Il revint chez lui pour écrire à M. Canivet et au docteur Larivière. Il perdait la tête. Il fit plus de 15 brouillons. Hippolyte partit à Neufchâtel, et Justin talonna si fort le cheval de Bovary qu'il le laissa dans la côte du bois Guillaume, fourbu et aux 3/4 crevé. Charles voulut feuilleter son dictionnaire de médecine. Il n'y voyait pas, les lignes dansaient. Du calme, dit l'apothicaire. Il s'agit seulement d'administrer quelque puissant antidote. Quel est le poison? Charles montra la lettre. C'était de l'arsenic. Eh bien, reprit homais, il faudrait en faire l'analyse. Car il savait qu'il faut, dans tous les empoisonnements, faire une analyse. Et l'autre, qui ne comprenait pas, répondit: ah, faites, faites, sauvez-la. Puis, revenu auprès d'elle, il s'affaissa par terre sur le tapis, et il restait la tête appuyée contre le bord de sa couche, à sangloter. Ne pleure pas, lui dit-elle. Bientôt je ne te tourmenterai plus. Pourquoi? Qui t'a forcé? Elle répliqua: il le fallait, mon ami. N'étais-tu pas heureuse? Est-ce ma faute? J'ai fait tout ce que j'ai pu pourtant. Oui, c'est vrai, tu es bon, toi. Et elle lui passait la main dans les cheveux, lentement. La douceur de cette sensation surchargeait sa tristesse. Il sentait tout son être s'écrouler de désespoir à l'idée qu'il fallait la perdre, quand, au contraire, elle avouait pour lui plus d'amour que jamais. Et il ne trouvait rien. Il ne savait pas, il n'osait, l'urgence d'une résolution immédiate achevant de le bouleverser. Elle en avait fini, songeait-elle, avec toutes les trahisons, les bassesses et les innombrables convoitises qui la torturaient. Elle ne haïssait personne maintenant. Une confusion de crépuscules s'abattait en sa pensée,
et de tous les bruits de la terre, Emma n'entendait plus que l'intermittente lamentation de ce pauvre coeur, douce et indistincte, comme le dernier écho d'une symphonie qui s'éloigne. Amenez-moi la petite, dit-elle en se soulevant du coude. Tu n'es pas plus mal, n'est-ce pas demanda Charles. Non, non. L'enfant arriva sur le bras de sa bonne, dans sa longue chemise de nuit, d'où sortaient ses pieds nus, sérieuse et presque rêvant encore. Elle considérait avec étonnement la chambre tout en désordre et clignait des yeux, éblouie par les flambeaux qui brûlaient sur les meubles. Il lui rappelait sans doute les matins du jour de l'an ou de la mi-carême, quand, ainsi réveillée de bonne heure à la clarté des bougies, elle venait dans le lit de sa mère pour y recevoir ses étrennes, car elle se mit à dire où est-ce donc, maman? Et comme tout le monde se taisait, mais je ne vois pas mon petit soulier. Félicité la penchait vers le lit, tandis qu'elle regardait toujours du côté de la cheminée. Est-ce nourrice qui l'aurait pris? Demanda-t-elle. Et à ce nom, qui la reportait dans le souvenir de ses adultères et de ses calamités, madame Bovary détourna sa tête, comme au dégoût d'un autre poison plus fort qui lui remontait à la bouche. Berthe, cependant, restait posée sur le lit. Oh, comme tu as de grands yeux, maman! Comme tu es pâle! Comme tu sues! Sa mère la regardait. J'ai peur, dit la petite en se reculant. Emma prit sa main pour la baiser, elle se débattait. Assez, qu'on l'emmène, s'écria Charles, qui sanglotait dans l'alcôve. Puis les symptômes s'arrêtèrent un moment. Elle paraissait moins agitée, et, à chaque parole insignifiante, à chaque souffle de sa poitrine un peu plus calme, il reprenait espoir. Enfin, lorsque Canivet entra, il se jeta dans ses bras en pleurant. Ah, c'est vous, merci, vous êtes bon, mais tout va mieux? Tenez, regardez-la. Le confrère ne fut nullement de cette opinion, et n'y allant pas, comme il le disait lui-même, par 4 chemins, il prescrivit de l'émétique afin de dégager complètement l'estomac. Elle ne tarda pas à vomir du sang. Ses lèvres se serrèrent davantage. Elle avait les membres crispés, le corps couvert de taches brunes, et son pouls glissait sous les doigts comme un fil tendu, comme une corde de harpe près de se rompre. Puis elle se mettait à crier horriblement. Elle maudissait le poison, l'invectivait, le suppliait de se hâter, et repoussait de ses bras roidis tout ce que Charles, plus agonisant qu'elle, s'efforçait de lui faire boire. Il était debout, son mouchoir sur les lèvres, râlant, pleurant et suffoqué par des sanglots qui le secouaient jusqu'au talon. Félicité courait çà et là dans la chambre. Homais, immobile, poussait de gros soupirs, et M. Canivet, gardant toujours son aplomb, commençait néanmoins à se sentir troublé. Diable! Cependant, elle est purgée, et du moment que la cause cesse, l'effet doit cesser, dit Homais, c'est évident. Mais sauvez-la! Exclamait Bovary. Aussi, sans écouter le pharmacien, qui hasardait encore cette hypothèse, c'est peut-être un paroxysme salutaire, Canivet allait administrer de la thériaque lorsqu'on entendit le claquement d'un fouet. Toutes les vitres frémirent et une berline de poste qu'enlevaient à plein poitrail 3 chevaux crottés jusqu'aux oreilles débusqua d'un bond au coin des halles. C'était le docteur Larivière. L'apparition d'un dieu n'eût pas causé plus d'émoi. Bovary leva les mains, Canivet s'arrêta court, et Homais retira son bonnet grec bien avant que le docteur fût entré. Il appartenait à la grande école chirurgicale sortie du tablier de Bichat, à cette génération maintenant disparue de praticiens philosophes qui, chérissant leur art d'un amour fanatique, l'exerçaient avec exaltation et sagacité. Tout tremblait dans son hôpital quand il se mettait en colère, et ses élèves le vénéraient si bien qu'il s'efforçait, à peine établi, de l'imiter le plus possible. De sorte que l'on retrouvait sur eux, par les villes d'alentour, sa longue douillette de mérinos et son large habit noir, dont les parements déboutonnés couvraient un peu ses mains charnues, de fort belles mains, et qui n'avaient jamais de gants, comme pour être plus promptes à plonger dans les misères. Dédaigneux des croix, des titres et des académies, hospitalier, libéral,
paternel avec les pauvres et pratiquant la vertu sans y croire, il eût presque passé pour un saint si la finesse de son esprit ne l'eût fait craindre comme un démon. Son regard, plus tranchant que ses bistouris, vous descendait droit dans l'âme et désarticulait tout mensonge à travers les allégations et les pudeurs. Et il allait, plein de cette majesté débonnaire que donne la conscience d'un grand talent, de la fortune, et 40 ans d'une existence laborieuse et irréprochable. Il fronça les sourcils dès la porte, en apercevant la face cadavéreuse d'Emma, étendue sur le dos, la bouche ouverte. Puis, tout en ayant l'air d'écouter Canivet, il se passait l'index sous les narines et répétait: c'est bien, c'est bien. Mais il fit un geste lent des épaules. Bovary l'observa. Ils se regardèrent, et cet homme, si habitué pourtant à l'aspect des douleurs, ne put retenir une larme qui tomba sur son jabot. Il voulut emmener Canivet dans la pièce voisine. Charles le suivit. Elle est bien mal, n'est-ce pas? Si l'on posait des sinapismes, je ne sais quoi, trouvez donc quelque chose, vous qui en avez tant sauvé. Charles lui entourait le corps de ses deux bras, et il le contemplait d'une manière effarée, suppliante, à demi pâmé contre sa poitrine. Allons, mon pauvre garçon, du courage. Il n'y a plus rien à faire. Et le docteur Larivière se détourna. Vous partez? Je vais revenir. Il sortit comme pour donner un ordre au postillon, avec le sieur Canivet, qui ne se souciait pas non plus de voir Emma mourir entre ses mains. Le pharmacien les rejoignit sur la place. Il ne pouvait, par tempérament, se séparer des gens célèbres. Aussi conjura-t-il m Larivière de lui faire cet insigne honneur d'accepter à déjeuner. On envoya bien vite prendre des pigeons au lion d'or, tout ce qu'il y avait de côtelettes à la boucherie, de la crème chez Tuvache, des œufs chez Lestiboudois, et l'apothicaire aidait lui-même aux préparatifs, tandis que madame homais disait, en tirant les cordons de sa camisole: vous ferez excuse, monsieur, car dans notre malheureux pays, du moment qu'on n'est pas prévenu la veille, les vers à pattes, souffla homais. Au moins, si nous étions à la ville, nous aurions la ressource des pieds farcis. Tais-toi. À table, docteur. Il jugea bon, après les premiers morceaux, de fournir quelques détails sur la catastrophe. Nous avons eu d'abord un sentiment de cécité au pharynx, puis des douleurs intolérables à l'épigastre, superpurgation, coma. Comment s'est-elle donc empoisonnée? Je l'ignore, docteur, et même je ne sais pas trop où elle a pu se procurer cet acide arsénieux. Justin, qui apportait alors une pile d'assiettes, fut saisi d'un tremblement. Qu'as-tu? Dit le pharmacien. Le jeune homme, à cette question, laissa tout tomber par terre avec un grand fracas. Imbécile! S'écria homais. Maladroit! Lourdeau! Fichu âne! Mais soudain, se maîtrisant: j'ai voulu, docteur, tenter une analyse, et primo, j'ai délicatement introduit dans un tube. Il aurait mieux valu, dit le chirurgien, lui introduire vos doigts dans la gorge. Son confrère se taisait, ayant tout à l'heure reçu confidentiellement une forte semonce à propos de son émétique, de sorte que ce bon Canivet, si arrogant et verbeux lors du pied-bot, était très modeste aujourd'hui. Il souriait sans discontinuer, d'une manière approbative. Homais s'épanouissait dans son orgueil d'amphitryon, et l'affligeante idée de Bovary contribuait vaguement à son plaisir par un retour égoïste qu'il faisait sur lui-même. Puis la présence du docteur le transportait. Il étalait son érudition, il citait pêle-mêle les cantharides, lupin, le mancenillier, la vipère. Et même j'ai lu que différentes personnes s'étaient trouvées intoxiquées, docteur, et comme foudroyées par des boudins qui avaient subi une trop véhémente fumigation. Du moins, c'était dans un fort beau rapport, composé par une de nos sommités pharmaceutiques, un de nos maîtres, l'illustre cadet de Gassicourt. Madame homais réapparut, portant une de ces vacillantes machines que l'on chauffe avec de l'esprit de vin, car homais tenait à faire son café sur la table, l'ayant d'ailleurs torréfié lui-même, porphyrisé lui-même, mixtionné lui-même. Saccharum, docteur, dit-il en offrant du sucre. Puis il fit descendre tous ses enfants, curieux d'avoir l'avis du chirurgien sur leur constitution. Enfin,
m larivière allait partir quand madame homais lui demanda une consultation pour son mari. Il s'épaississait le sang à s'endormir chaque soir après le dîner. Oh, ce n'est pas le sens qui le gêne. Et, souriant un peu de ce calembour inaperçu, le docteur ouvrit la porte. Mais la pharmacie regorgeait de monde, et il eut grand'peine à pouvoir se débarrasser du sieur Tuvache, qui redoutait pour son épouse une fluxion de poitrine, parce qu'elle avait coutume de cracher dans les cendres. Puis de m binet, qui éprouvait parfois des fringales, et de mme caron, qui avait des picotements, de lheureux, qui avait des vertiges, de lestiboudois, qui avait un rhumatisme, de madame lefrançois, qui avait des aigreurs. Enfin les 3 chevaux détalèrent, et l'on trouva généralement qu'ils n'avaient point montré de complaisance. L'attention publique fut distraite par l'apparition de m bournisien, qui passait sous les halles avec les saintes huiles. Homais, comme il le devait à ses principes, compara les prêtres à des corbeaux qu'attire l'odeur des morts. La vue d'un ecclésiastique lui était personnellement désagréable, car la soutane le faisait rêver au linceul, et il exécrait l'une un peu par épouvante de l'autre. Néanmoins, ne reculant pas devant ce qu'il appelait sa mission, il retourna chez bovary en compagnie de canivet, que m larivière, avant de partir, avait engagé fortement à cette démarche. Et même, sans les représentations de sa femme, il eût emmené avec lui ses 2 fils, afin de les accoutumer aux fortes circonstances, pour que ce fût une leçon, un exemple, un tableau solennel qui leur restât plus tard dans la tête. La chambre, quand ils entrèrent, était toute pleine d'une solennité lugubre. Il y avait sur la table à ouvrage, recouverte d'une serviette blanche, 5 ou 6 petites boules de coton dans un plat d'argent, près d'un gros crucifix, entre 2 chandeliers qui brûlaient. Emma, le menton contre sa poitrine, ouvrait démesurément les paupières, et ses pauvres mains se traînaient sur les draps avec ce geste hideux et doux des agonisants qui semblent vouloir déjà se recouvrir du suaire. Pâle comme une statue, et les yeux rouges comme des charbons, Charles, sans pleurer, se tenait en face d'elle, au pied du lit, tandis que le prêtre, appuyé sur un genou, marmottait des paroles basses. Elle tourna sa figure lentement et parut saisie de joie à voir tout à coup l'étole violette, sans doute retrouvant au milieu d'un apaisement extraordinaire la volupté perdue de ses premiers élancements mystiques, avec des visions de béatitude éternelle qui commençaient. Le prêtre se releva pour prendre le crucifix. Alors elle allongea le cou comme quelqu'un qui a soif, et, collant ses lèvres sur le corps de l'homme-dieu, elle y déposa de toute sa force expirante le plus grand baiser d'amour qu'elle eût jamais donné. Ensuite il récita le misereatur et undulgentiam, trempa son pouce droit dans l'huile et commença les onctions. D'abord sur les yeux, qui avaient tant convoité toutes les somptuosités terrestres, puis sur les narines, friandes de brises tièdes et de senteurs amoureuses, puis sur la bouche, qui s'était ouverte pour le mensonge, qui avait gémi d'orgueil et crié dans la luxure, puis sur les mains, qui se délectaient au contact suave, et enfin sur la plante des pieds, si rapides autrefois quand elle courait à l'assouvissance de ses désirs, et qui maintenant ne marcheraient plus. Le curé s'essuya les doigts, jeta dans le feu les brins de coton trempés d'huile, et revint s'asseoir près de la moribonde pour lui dire qu'elle devait à présent joindre ses souffrances à celles de Jésus-Christ et s'abandonner à la miséricorde divine. En finissant ces exhortations, il essaya de lui mettre dans la main un cierge béni, symbole des gloires célestes dont elle allait tout à l'heure être environnée. Emma, trop faible, ne put fermer les doigts, et le cierge, sans m bournisien, serait tombé à terre. Cependant elle n'était plus aussi pâle, et son visage avait une expression de sérénité, comme si le sacrement l'eût guérie. Le prêtre ne manqua point d'en faire l'observation. Il expliqua même à bovary que le seigneur quelquefois prolongeait l'existence des personnes lorsqu'il le jugeait convenable pour leur salut, et Charles se rappela un jour où, ainsi près de mourir, elle avait reçu la communion. Il ne fallait peut-être pas se désespérer.
pensa-t-il. En effet, elle regarda tout autour d'elle, lentement, comme quelqu'un qui se réveille d'un songe. Puis, d'une voix distincte, elle demanda son miroir, et elle resta penchée dessus quelque temps, jusqu'au moment où de grosses larmes lui découlèrent des yeux. Alors elle se renversa la tête en poussant un soupir, et retomba sur l'oreiller. Sa poitrine aussitôt se mit à haleter rapidement. La langue tout entière lui sortit hors de la bouche, ses yeux, en roulant, pâlissaient comme deux globes de lampe qui s'éteignent, à la croire déjà morte, sans l'effrayante accélération de ses côtes, secouée par un souffle furieux, comme si l'âme eût fait des bonds pour se détacher. Félicité s'agenouilla devant le crucifix, et le pharmacien lui-même fléchit un peu les jarrets, tandis que M. Canivet regardait vaguement sur la place. Bournisien s'était remis en prière, la figure inclinée contre le bord de la couche, avec sa longue soutane noire qui traînait derrière lui dans l'appartement. Charles était de l'autre côté, à genoux, les bras étendus vers Emma. Il avait pris ses mains et il les serrait, tressaillant à chaque battement de son coeur comme au contre-coup d'une ruine qui tombe. À mesure que le râle devenait plus fort, l'ecclésiastique précipitait ses oraisons. Elle se mêlait aux sanglots étouffés de Bovary, et quelquefois tout semblait disparaître dans le sourd murmure des syllabes latines qui tintaient comme un glas de cloche. Tout à coup, on entendit sur le trottoir un bruit de gros sabots avec le frôlement d'un bâton. Et une voix s'éleva, une voix rauque, qui chantait souvent la chaleur d'un beau jour fait rêver fillette à l'amour. Emma se releva comme un cadavre que l'on galvanise, les cheveux dénoués, la prunelle fixe, béante. Pour amasser diligemment les épis que la faux moissonne, ma navette va s'inclinant vers le sillon qui nous les donne. L'aveugle! S'écria-t-elle. Et Emma se mit à rire, d'un rire atroce, frénétique, désespéré, croyant voir la face hideuse du misérable qui se dressait dans les ténèbres éternelles comme un épouvantement. Il souffla bien fort ce jour-là, et le jupon court s'envola. Une convulsion la rabattit sur le matelas. Tous s'approchèrent. Elle n'existait plus. Fin du chapitre 8 de la 3e partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en novembre 2012. Chapitre 9 de la 3e partie de Madame Bovary par Gustave Flaubert. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Il y a toujours après la mort de quelqu'un comme une stupéfaction qui se dégage, tant il est difficile de comprendre cette survenue du néant et de se résigner à y croire. Mais, quand il s'aperçut pourtant de son immobilité, Charles se jeta sur elle en criant « Adieu! Adieu !» Homais et Canivet l'entraînèrent hors de la chambre. « Modérez-vous. »« Oui, disait-il en se débattant. Je serai raisonnable. Je ne ferai pas de mal. Mais laissez-moi. Je veux la voir. C'est ma femme. » Et il pleurait. « Pleurez, reprit le pharmacien. Donnez cours à la nature. Cela vous soulagera. » Devenu plus faible qu'un enfant, Charles se laissa conduire en bas, dans la salle, et M. Homais bientôt s'en retourna chez lui. Il fut sur la place accosté par l'aveugle qui, s'étant traîné jusqu'à Yonville dans l'espoir de la pommade antiphlogistique, demandait à chaque passant où demeurait l'apothicaire. « Allons bon, comme si je n'avais pas d'autres chiens à fouetter. Ah, tant pis, reviens plus tard. » Et il entra précipitamment dans la pharmacie. Il avait à écrire 2 lettres, à faire une potion calmante pour Bovary, à trouver un mensonge qui pût cacher l'empoisonnement et à le rédiger en article pour le fanal, sans compter les personnes qui l'attendaient, afin d'avoir des informations. Et, quand les Yonvillais eurent tous entendu son histoire d'arsenic qu'elle avait pris pour du sucre en faisant une crème à la vanille, Homais, encore une fois, retourna chez Bovary. Il le trouva seul, M. Canivet venait de partir, assis dans le fauteuil, près de la fenêtre, et contemplant d'un regard idiot les pavés de la salle.
il faudrait à présent, dit le pharmacien, fixer vous-même l'heure de la cérémonie. Pourquoi? Quelle cérémonie? Puis, d'une voix balbutiante et effrayée, oh non, n'est-ce pas? Non, je veux la garder. Homais, par contenance, prit une carafe sur l'étagère pour arroser les géraniums. Ah, merci, dit Charles. Vous êtes bon. Et il n'acheva pas, suffoquant sous une abondance de souvenirs que ce geste du pharmacien lui rappelait. Alors, pour le distraire, Homais jugea convenable de causer un peu horticulture. Les plantes avaient besoin d'humidité. Charles baissa la tête en signe d'approbation. Du reste, les beaux jours maintenant vont revenir. Ah, fit Bovary. L'apothicaire, à bout d'idées, se mit à écarter doucement les petits rideaux du vitrage. Tiens, voilà monsieur Tuvache qui passe. Charles répéta comme une machine. Monsieur Tuvache qui passe. Homais n'osa lui reparler des dispositions funèbres. Ce fut l'ecclésiastique qui parvint à l'y résoudre. Il s'enferma dans son cabinet, prit une plume, et, après avoir sangloté quelque temps, il écrivit: je veux qu'on l'enterre dans sa robe de noces, avec des souliers blancs, une couronne. On lui étalera les cheveux sur les épaules. 3 cercueils, un de chêne, un d'acajou, un de plomb. Qu'on ne me dise rien, j'aurai de la force. On lui mettra par-dessus tout une grande pièce de velours vert. Je le veux, faites-le. Ces messieurs s'étonnèrent beaucoup des idées romanesques de Bovary, et aussitôt le pharmacien alla lui dire: ce velours me paraît une superfétation. La dépense, d'ailleurs. Est-ce que cela vous regarde? S'écria Charles. Laissez-moi, vous ne l'aimiez pas. Allez-vous-en. L'ecclésiastique le prit par-dessous le bras pour lui faire un tour de promenade dans le jardin. Il discourait sur la vanité des choses terrestres. Dieu était bien grand, bien bon. On devait sans murmure se soumettre à ses décrets, même le remercier. Charles éclata en blasphème. Je l'exècre, votre Dieu! L'esprit de révolte est encore en vous, soupira l'ecclésiastique. Bovary était loin. Il marchait à grands pas le long du mur, près de l'espalier, et il grinçait des dents, il levait au ciel des regards de malédiction. Mais pas une feuille seulement n'en bougea. Une petite pluie tombait. Charles, qui avait la poitrine nue, finit par grelotter. Il rentra s'asseoir dans la cuisine. À 6 heures, on entendit un bruit de ferraille sur la place. C'était l'hirondelle qui arrivait. Et il resta le front contre les carreaux, à voir descendre les uns après les autres tous les voyageurs. Félicité lui étendit un matelas dans le salon. Il se jeta dessus et s'endormit. Bien que philosophe, M. Homais respectait les morts. Aussi, sans garder rancune au pauvre Charles, il revint le soir pour faire la veillée du cadavre, apportant avec lui 3 volumes et un portefeuille afin de prendre des notes. M. Bournisien s'y trouvait, et 2 grands cierges brûlaient au chevet du lit, que l'on avait tiré hors de l'alcôve. L'apothicaire, à qui le silence pesait, ne tarda pas à formuler quelques plaintes sur cette infortunée jeune femme. Et le prêtre répondit qu'il ne restait plus maintenant qu'à prier pour elle. Cependant, reprit Homais, de 2 choses l'une, ou elle est morte en état de grâce, comme s'exprime l'Église, et alors elle n'a nul besoin de nos prières, ou bien elle est décédée impénitente, c'est, je crois, l'expression ecclésiastique, et alors... Bournisien l'interrompit, répliquant d'un ton bourru qu'il n'en fallait pas moins prier. Mais, objecta le pharmacien, puisque Dieu connaît tous nos besoins, à quoi peut servir la prière? Comment? Fit l'ecclésiastique. La prière? Vous n'êtes donc pas chrétien? Pardonnez, dit Homais, j'admire le christianisme. Il a d'abord affranchi les esclaves, introduit dans le monde une morale. Il ne s'agit pas de cela. Tous les textes. Oh, oh, quant aux textes, ouvrez l'histoire. On sait qu'ils ont été falsifiés par les jésuites. Charles entra, et, s'avançant vers le lit, il tira lentement les rideaux. Emma avait la tête penchée sur l'épaule droite. Le coin de sa bouche, qui se tenait ouverte, faisait comme un trou noir au bas de son visage. Les 2 pouces restaient infléchis dans la paume des mains. Une sorte de poussière blanche lui parsemait les cils, et ses yeux commençaient à disparaître dans une pâleur visqueuse qui ressemblait à une toile mince, comme si des araignées avaient filé dessus. Le drap se creusait depuis ses seins jusqu'à ses genoux,
se relevant ensuite à la pointe des orteils. Et il semblait à Charles que des masses infinies, qu'un poids énorme pesait sur elles. L'horloge de l'église sonna 2 heures. On entendait le gros murmure de la rivière qui coulait dans les ténèbres au pied de la terrasse. M. Bournisien, de temps à autre, se mouchait bruyamment, et Homais faisait grincer sa plume sur le papier. Allons, mon bon ami, dit-il, retirez-vous. Ce spectacle vous déchire. Charles une fois parti, le pharmacien et le curé recommencèrent leur discussion. Lisez Voltaire, disait l'un. Lisez d'Holbach, lisez l'encyclopédie. Lisez les lettres de quelques juifs portugais, disait l'autre. Lisez la raison du christianisme par Nicolas, ancien magistrat. Ils s'échauffaient, ils étaient rouges, ils parlaient à la fois sans s'écouter. Bournisien se scandalisait d'une telle audace. Homais s'émerveillait d'une telle bêtise. Et il n'était pas loin de s'adresser des injures quand Charles tout à coup reparut. Une fascination l'attirait. Il remontait continuellement l'escalier. Il se posait en face d'elle pour la mieux voir, et il se perdait dans cette contemplation, qui n'était plus douloureuse à force d'être profonde. Il se rappelait des histoires de catalepsie, les miracles du magnétisme, et il se disait qu'en le voulant extrêmement, il parviendrait peut-être à la ressusciter. Une fois même il se pencha vers elle, et il cria tout bas Emma, Emma. Son haleine, fortement poussée, fit trembler la flamme des cierges contre le mur. Au petit jour, madame bovary mère arriva. Charles, en l'embrassant, eut un nouveau débordement de pleurs. Elle essaya, comme avait tenté le pharmacien, de lui faire quelques observations sur les dépenses de l'enterrement. Il s'emporta si fort qu'elle se tut, et même il la chargea de se rendre immédiatement à la ville pour acheter ce qu'il fallait. Charles resta seul toute l'après-midi. On avait conduit Berthe chez madame homais. Félicité se tenait en haut, dans la chambre, avec la mère Lefrançois. Le soir, il reçut des visites. Il se levait, vous serrait les mains sans pouvoir parler, puis l'on s'asseyait auprès des autres, qui faisaient devant la cheminée un grand demi-cercle. La figure basse et le jarret sur le genou, ils dandinaient leurs jambes, tout en poussant par intervalles un gros soupir. Et chacun s'ennuyait d'une façon démesurée. C'était pourtant à qui ne partirait pas. Homais, quand il revint à 9 heures, on ne voyait que lui sur la place depuis 2 jours, était chargé d'une provision de camphre, de benjoin et d'herbes aromatiques. Il portait aussi un vase plein de chlore pour bannir les miasmes. À ce moment, la domestique, madame Lefrançois et la mère bovary tournaient autour d'Emma, en achevant de l'habiller, et elles abaissèrent le long voile raide qui la recouvrit jusqu'à ses souliers de satin. Félicité sanglotait. Ah, ma pauvre maîtresse, ma pauvre maîtresse. Regardez-la, disait en soupirant l'aubergiste. Comme elle est mignonne encore. Si l'on ne jurerait pas qu'elle va se lever tout à l'heure. Puis elles se penchèrent pour lui mettre sa couronne. Il fallut soulever un peu la tête, et alors un flot de liquide noir sortit, comme un vomissement, de sa bouche. Oh mon Dieu, la robe, prenez garde, s'écria madame Lefrançois. Aidez-nous donc, disait-elle au pharmacien. Est-ce que vous avez peur par hasard? Moi, peur? répliqua-t-il en haussant les épaules. Ah bien oui, j'en ai vu d'autres à l'hôtel-Dieu quand j'étudiais la pharmacie. Nous faisions du punch dans l'amphithéâtre aux dissections. Le néant n'épouvante pas un philosophe. Et même, je le dis souvent, j'ai l'intention de léguer mon corps aux hôpitaux, afin de servir plus tard à la science. En arrivant, le curé demanda comment se portait monsieur. Et, sur la réponse de l'apothicaire, il reprit. Le coup, vous comprenez, est encore trop récent. Alors homais le félicita de n'être pas exposé, comme tout le monde, à perdre une compagne chérie, d'où s'ensuivit une discussion sur le célibat des prêtres. Car, disait le pharmacien, il n'est pas naturel qu'un homme se passe de femme. On a vu des crimes. Mais sabre de bois! S'écria l'ecclésiastique. Comment voulez-vous qu'un individu pris dans le mariage puisse garder, par exemple, le secret de la confession? Homais attaqua la confession. Bournisien la défendit. Il s'étendit sur les restitutions qu'elle faisait opérer.
Il cita différentes anecdotes de voleurs devenus honnêtes tout à coup. Des militaires, s'étant approchés du tribunal de la pénitence, avaient senti les écailles leur tomber des yeux. Il y avait à Fribourg un ministre. Son compagnon dormait. Puis, comme il étouffait un peu dans l'atmosphère trop lourde de la chambre, il ouvrit la fenêtre, ce qui réveilla le pharmacien. Allons, une prise, lui dit-il. Acceptez, cela dissipe. Des aboiements continus se traînaient au loin, quelque part. Entendez-vous un chien qui hurle dit le pharmacien. On prétend qu'ils sentent les morts, répondit l'ecclésiastique. C'est comme les abeilles, elles s'envolent de la ruche au décès des personnes. Homais ne releva pas ses préjugés, car il s'était rendormi. M. Bournisien, plus robuste, continua quelque temps à remuer tout bas les lèvres. Puis, insensiblement, il baissa le menton, lâcha son gros livre noir et se mit à ronfler. Ils étaient en face l'un de l'autre, le ventre en avant, la figure bouffie, l'air renfrogné, après tant de désaccords se rencontrant enfin dans la même faiblesse humaine. Et ils ne bougeaient pas plus que le cadavre à côté d'eux, qui avait l'air de dormir. Charles, en entrant, ne les réveilla point. C'était la dernière fois. Il venait lui faire ses adieux. Les herbes aromatiques fumaient encore, et des tourbillons de vapeur bleuâtre se confondaient au bord de la croisée avec le brouillard qui entrait. Il y avait quelques étoiles et la nuit était douce. La cire des cierges tombait par grosses larmes sur les draps du lit. Charles les regardait brûler, fatiguant ses yeux contre le rayonnement de leurs flammes jaunes. Des moires frissonnaient sur la robe de satin, blanche comme un clair de lune. Emma disparaissait dessous, et il lui semblait que, s'épandant au dehors d'elle-même, elle se perdait confusément dans l'entourage des choses, dans le silence, dans la nuit, dans le vent qui passait, dans les senteurs humides qui montaient. Puis tout à coup, il la voyait dans le jardin de Tostes, sur le banc, contre la haie d'épines, ou bien à Rouen dans les rues, sur le seuil de leur maison, dans la cour des Bertaux. Il entendait encore le rire des garçons en gaieté qui dansaient sous les pommiers. La chambre était pleine du parfum de sa chevelure, et sa robe lui frissonnait dans les bras avec un bruit d'étincelles. C'était la même, celle-là. Il fut longtemps à se rappeler ainsi toutes les félicités disparues, ses attitudes, ses gestes, le timbre de sa voix. Après un désespoir, il en venait un autre, et toujours, intarissablement, comme les flots d'une marée qui déborde. Il eut une curiosité terrible. Lentement, du bout des doigts, en palpitant, il releva son voile. Mais il poussa un cri d'horreur qui réveilla les deux autres. Ils l'entraînèrent en bas, dans la salle. Puis Félicité vint dire qu'il demandait des cheveux. Coupez-en, répliqua l'apothicaire. Et, comme elle n'osait, il s'avança lui-même, les ciseaux à la main. Il tremblait si fort qu'il piqua la peau des tempes en plusieurs places. Enfin, se raidissant contre l'émotion, Homais donna 2 ou 3 grands coups au hasard, ce qui fit des marques blanches dans cette belle chevelure noire. Le pharmacien et le curé se replongèrent dans leurs occupations, non sans dormir de temps à autre, ce dont ils s'accusaient réciproquement à chaque réveil nouveau. Alors M. Bournisien aspergeait la chambre d'eau bénite et Homais jetait un peu de chlore par terre. Félicité avait eu soin de mettre pour eux, sur la commode, une bouteille d'eau-de-vie, un fromage et une grosse brioche. Aussi l'apothicaire, qui n'en pouvait plus, soupira, vers 4 heures du matin. Ma foi, je me sustenterais avec plaisir. L'ecclésiastique ne se fit point prier. Il sortit pour aller dire sa messe, revint, puis ils mangèrent et trinquèrent, tout en ricanant un peu, sans savoir pourquoi, excités par cette gaieté vague qui vous prend après des séances de tristesse. Et, au dernier petit verre, le prêtre dit au pharmacien, tout en lui frappant sur l'épaule, « Nous finirons par nous entendre. » Ils rencontrèrent en bas, dans le vestibule, les ouvriers qui arrivaient. Alors Charles, pendant 2 heures, eut à subir le supplice du marteau qui résonnait sur les planches. Puis on la descendit dans son cercueil de chêne, que l'on emboîta dans les 2 autres. Mais comme la bière était trop large,
Il fallut boucher les interstices avec la laine d'un matelas. Enfin, quand les 3 couvercles furent rabotés, cloués, soudés, on l'exposa devant la porte. On ouvrit toute grande la maison, et les gens d'Yonville commencèrent à affluer. Le père Rouault arriva. Il s'évanouit sur la place en apercevant le drap noir. Fin du chapitre 9 de la 3e partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en octobre 2012. Chapitre 10 de la 3e partie de Madame Bovary par Gustave Flaubert. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Il n'avait reçu la lettre du pharmacien que 36 heures après l'événement, et, par égard pour sa sensibilité, M. Homais l'avait rédigée de telle façon qu'il était impossible de savoir à quoi s'en tenir. Le bonhomme tomba d'abord comme frappé d'apoplexie. Ensuite, il comprit qu'elle n'était pas morte, mais elle pouvait l'être. Enfin, il avait passé sa blouse, pris son chapeau, accroché un éperon à son soulier, et était parti ventre à terre. Et tout le long de la route, le père Rouault, haletant, se dévora d'angoisse. Une fois même, il fut obligé de descendre. Il n'y voyait plus, il entendait des voix autour de lui, il se sentait devenir fou. Le jour se leva. Il aperçut 3 poules noires qui dormaient dans un arbre. Il tressaillit, épouvanté de ce présage. Alors il promit à la Sainte Vierge 3 chasubles pour l'église, et qu'il irait pieds nus depuis le cimetière des Bertaux jusqu'à la chapelle de Vassonville. Il entra dans Maromme en hélant les gens de l'auberge, enfonça la porte d'un coup d'épaule, bondit au sac d'avoine, versa dans la mangeoire une bouteille de cidre doux et renfourcha son bidet qui faisait feu des 4 fers. Il se disait qu'on la sauverait sans doute. Les médecins découvriraient un remède, c'était sûr. Il se rappela toutes les guérisons miraculeuses qu'on lui avait contées. Puis elle lui apparaissait morte. Elle était là devant lui, étendue sur le dos, au milieu de la route. Il tirait la bride et l'hallucination disparaissait. À Quincampoix, pour se donner du coeur, il but 3 cafés l'un sur l'autre. Il songea qu'on s'était trompé de nom en écrivant. Il chercha la lettre dans sa poche, l'y sentit, mais il n'osa pas l'ouvrir. Il en vint à supposer que c'était peut-être une farce, une vengeance de quelqu'un, une fantaisie d'homme en goguette. Et d'ailleurs, si elle était morte, on le saurait. Mais non, la campagne n'avait rien d'extraordinaire. Le ciel était bleu, les arbres se balançaient. Un troupeau de moutons passa. Il aperçut le village. On le vit accourant tout penché sur son cheval, qu'il bâtonnait à grands coups et dont les sangles dégoutelaient de sang. Quand il eut repris connaissance, il tomba tout en pleurs dans les bras de Bovary. Ma fille, Emma, mon enfant, expliquez-moi. Et l'autre répondait avec des sanglots. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est une malédiction. L'apothicaire les sépara. Ces horribles détails sont inutiles. J'en instruirai monsieur. Voici le monde qui vient. De la dignité, fichtre, de la philosophie. Le pauvre garçon voulut paraître fort, et il répéta plusieurs fois. Oui, du courage. Eh bien, s'écria le bonhomme, j'en aurai, nom d'un tonnerre de Dieu. Je m'en vas la conduire jusqu'au bout. La cloche tintait, tout était prêt. Il fallut se mettre en marche. Et, assis dans une stalle du chœur, l'un près de l'autre, ils virent passer devant eux et repasser continuellement les 3 chantres qui psalmodiaient. Le serpent soufflait à pleine poitrine. M. Bournisien, en grand appareil, chantait d'une voix aiguë. Il saluait le tabernacle, élevait les mains, étendait les bras. Lestiboudois circulait dans l'église avec sa latte de baleine. Près du lutrin, la bière reposait entre 4 rangs de cierges. Charles avait envie de se lever pour les éteindre. Il tâchait cependant de s'exciter à la dévotion, de s'élancer dans l'espoir d'une vie future où il la reverrait. Il imaginait qu'elle était partie en voyage, bien loin, depuis longtemps. Mais quand il pensait qu'elle se trouvait là-dessous, et que tout était fini, qu'on l'emportait dans la terre, il se prenait d'une rage farouche, noire, désespérée. Parfois il croyait ne plus rien sentir, et il savourait cet adoucissement de sa douleur, tout en se reprochant d'être un misérable.
On entendit sur les dalles comme le bruit sec d'un bâton ferré qui les frappait à temps égaux. Cela venait du fond et s'arrêta court dans les bas-côtés de l'église. Un homme en grosse veste brune s'agenouilla péniblement. C'était Hippolyte, le garçon du Lion d'Or. Il avait mis sa jambe neuve. L'un des chantres vint faire le tour de la nef pour quêter, et les gros sous, les uns après les autres, sonnaient dans le plat d'argent. Dépêchez-vous donc, je souffre, moi s'écria Bovary, tout en lui jetant avec colère une pièce de 5 francs. L'homme d'église le remercia par une longue révérence. On chantait, on s'agenouillait, on se relevait, cela n'en finissait pas. Il se rappela qu'une fois, dans les premiers temps, ils avaient ensemble assisté à la messe, et ils s'étaient mis de l'autre côté, à droite, contre le mur. La cloche recommença. Il y eut un grand mouvement de chaises. Les porteurs glissèrent leurs 3 bâtons sous la bière, et l'on sortit de l'église. Justin alors parut sur le seuil de la pharmacie. Il y rentra tout à coup, pâle, chancelant. On se tenait aux fenêtres pour voir passer le cortège. Charles, en avant, se cambrait la taille. Il affectait un air brave et saluait d'un signe ceux qui, débouchant des ruelles ou des portes, se rangeaient dans la foule. Les 6 hommes, 3 de chaque côté, marchaient au petit pas et en haletant un peu. Les prêtres, les chantres et les 2 enfants de chœur récitaient le De Profundis, et leur voix s'en allait sur la campagne, montant et s'abaissant avec des ondulations. Parfois ils disparaissaient au détour du sentier, mais la grande croix d'argent se dressait toujours entre les arbres. Les femmes suivaient, couvertes de mantes noires à capuchon rabattu. Elles portaient à la main un gros cierge qui brûlait, et Charles se sentait défaillir à cette continuelle répétition de prières et de flambeaux sous ces odeurs affadissantes de cire et de soutane. Une brise fraîche soufflait, les seigles et les colzas verdoyaient, des gouttelettes de rosée tremblaient au bord du chemin sur les haies d'épines. Toutes sortes de bruits joyeux emplissaient l'horizon. Le claquement d'une charrette roulant au loin dans les ornières, le cri d'un coq qui se répétait, ou la galopade d'un poulain que l'on voyait s'enfuir sous les pommiers. Le ciel pur était tacheté de nuages roses. Des fumigons bleuâtres se rabattaient sur les chaumières couvertes d'iris. Charles, en passant, reconnaissait les cours. Il se souvenait de matins comme celui-ci, où, après avoir visité quelques malades, il en sortait et retournait vers elles. Le drap noir, semé de larmes blanches, se levait de temps à autre en découvrant la bière. Les porteurs fatigués se ralentissaient, et elle avançait par saccades continues, comme une chaloupe qui tangue à chaque flot. On arriva. Les hommes continuèrent jusqu'en bas, à une place dans le gazon où la fosse était creusée. On se rangea tout autour, et, tandis que le prêtre parlait, la terre rouge, rejetée sur les bords, coulait par les coins, sans bruit, continuellement. Puis, quand les 4 cordes furent disposées, on poussa la bière dessus. Il la regarda descendre, elle descendait toujours. Enfin on entendit un choc, les cordes en grinçant remontèrent. Alors Bournisien prit la bêche que lui tendait Lestiboudois. De sa main gauche, tout en aspergeant de la droite, il poussa vigoureusement une large pelletée, et le bois du cercueil, heurté par les cailloux, fit ce bruit formidable qui nous semble être le retentissement de l'éternité. L'ecclésiastique passa le goupillon à son voisin. C'était M. Homais. Il le secoua gravement, puis le tendit à Charles, qui s'affaissa jusqu'aux genoux dans la terre, et il en jetait à pleines mains tout en criant « Adieu !» Il lui envoyait des baisers, il se traînait vers la fosse pour s'y engloutir avec elle. On l'emmena, et il ne tarda pas à s'apaiser, éprouvant peut-être, comme tous les autres, la vague satisfaction d'en avoir fini. Le père Rouault, en revenant, se mit tranquillement à fumer une pipe, ce que Homais, dans son for intérieur, jugea peu convenable. Il remarqua de même que M. Binet s'était abstenu de paraître, que Tuvache avait filé après la messe, et que Théodore, le domestique du notaire, portait un habit bleu,
comme si l'on ne pouvait pas trouver un habit noir, puisque c'est l'usage, que diable! Et pour communiquer ses observations, il allait d'un groupe à l'autre. On y déplorait la mort d'emma, et surtout l'heureux, qui n'avait point manqué de venir à l'enterrement. Cette pauvre petite dame, quelle douleur pour son mari! L'apothicaire reprenait. Sans moi, savez-vous bien, il se serait porté sur lui-même à quelque attentat funeste. Une si bonne personne. Dire pourtant que je l'ai encore vu samedi dernier dans ma boutique. Je n'ai pas eu le loisir, dit Homais, de préparer quelques paroles que j'aurais jetées sur sa tombe. En rentrant, Charles se déshabilla et le père Rouault repassa sa blouse bleue. Elle était neuve et, comme il s'était, pendant la route, souvent essuyé les yeux avec les manches, elle avait des teints sur sa figure. Et la trace des pleurs y faisait des lignes dans la couche de poussière qui la salissait. Madame bovary mère était avec eux. Ils se taisaient tous les trois. Enfin le bonhomme soupira. Vous rappelez-vous, mon ami, que je suis venu à Tostes une fois, quand vous veniez de perdre votre première défunte. Je vous consolais dans ce temps-là. Je trouvais quoi dire. Mais à présent. Puis, avec un long gémissement qui souleva toute sa poitrine, ah, c'est la fin pour moi, voyez-vous. J'ai vu partir ma femme, mon fils après, et voilà ma fille aujourd'hui. Il voulut s'en retourner tout de suite aux Bertaux, disant qu'il ne pourrait pas dormir dans cette maison-là. Il refusa même de voir sa petite-fille. Non, non, ça me ferait trop de deuil. Seulement, vous l'embrasserez bien. Adieu. Vous êtes un bon garçon. Et puis, jamais je n'oublierai ça, dit-il en se frappant la cuisse. N'ayez peur. Vous recevrez toujours votre dinde. Mais quand il fut au haut de la côte, il se détourna, comme autrefois il s'était détourné sur le chemin de Saint-Victor, en se séparant d'elle. Les fenêtres du village étaient tout en feu sous les rayons obliques du soleil, qui se couchait dans la prairie. Il mit sa main devant ses yeux, et il aperçut à l'horizon un enclos de murs où des arbres, çà et là, faisaient des bouquets noirs entre des pierres blanches, puis il continua sa route, au petit trot, car son bidet boitait. Charles et sa mère restèrent le soir, malgré leur fatigue, fort longtemps à causer ensemble. Ils parlèrent des jours d'autrefois et de l'avenir. Elle viendrait habiter Yonville, elle tiendrait son ménage, ils ne se quitteraient plus. Elle fut ingénieuse et caressante, se réjouissant intérieurement à ressaisir une affection qui depuis tant d'années lui échappait. Minuit sonna. Le village, comme d'habitude, était silencieux, et Charles, éveillé, pensait toujours à elle. Rodolphe, qui pour se distraire avait battu le bois toute la journée, dormait tranquillement dans son château, et Léon, là-bas, dormait aussi. Il y en avait un autre qui, à cette heure-là, ne dormait pas. Sur la fosse, entre les sapins, un enfant pleurait agenouillé, et sa poitrine, brisée par les sanglots, haletait dans l'ombre, sous la pression d'un regret immense plus doux que la lune et plus insondable que la nuit. La grille tout à coup craqua. C'était Lestiboudois. Il venait chercher sa bêche qu'il avait oubliée tantôt. Il reconnut Justin escaladant le mur, et sut alors à quoi s'en tenir sur le malfaiteur qui lui dérobait ses pommes de terre. Fin du chapitre 10 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2012. Chapitre 11 de la troisième partie de Madame Bovary par Gustave Flaubert. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Charles, le lendemain, fit revenir la petite. Elle demanda sa maman. On lui répondit qu'elle était absente, qu'elle lui rapporterait des joujoux. Berthe en reparla plusieurs fois, puis, à la longue, elle n'y pensa plus. La gaieté de cet enfant navrait Bovary, et il avait à subir les intolérables consolations du pharmacien. Les affaires d'argent bientôt recommencèrent, m lheureux excitant de nouveau son ami Vinçart, et Charles s'engagea pour des sommes exorbitantes, car jamais il ne voulut consentir à laisser vendre le moindre des meubles lui ayant appartenu. Sa mère en fut exaspérée. Il s'indigna plus fort qu'elle. Il avait changé tout à fait. Elle abandonna la maison.
Alors chacun se mit à profiter. Mademoiselle Lempereur réclama 6 mois de leçons, bien qu'Emma n'en eût jamais pris une seule, malgré cette facture acquittée qu'elle avait fait voir à Bovary. C'était une convention entre elles deux. Le loueur de livres réclama 3 ans d'abonnement. La mère Rolet réclama le port d'une vingtaine de lettres. Et, comme Charles demandait des explications, elle eut la délicatesse de répondre: Ah, je ne sais rien, c'était pour ses affaires. À chaque dette qu'il payait, Charles croyait en avoir fini. Il en survenait d'autres, continuellement. Il exigea l'arriéré d'anciennes visites. On lui montra les lettres que sa femme avait envoyées. Alors il fallut faire des excuses. Félicité portait maintenant les robes de madame. Non pas toutes, car il en avait gardé quelques-unes, et il les allait voir dans son cabinet de toilette, où il s'enfermait. Elle était à peu près de sa taille. Souvent Charles, en l'apercevant par derrière, était saisi d'une illusion et s'écriait: Oh, reste, reste! Mais, à la Pentecôte, elle décampa d'Yonville, enlevée par Théodore, et en volant tout ce qui restait de la garde-robe. Ce fut vers cette époque que madame veuve Dupuis eut l'honneur de lui faire part du mariage de m Léon Dupuis, son fils, notaire à Yvetot, avec mademoiselle Léocadie Leboeuf de Bondeville. Charles, parmi les félicitations qu'il lui adressa, écrivit cette phrase: Comme ma pauvre femme aurait été heureuse! Un jour qu'errant sans but dans la maison, il était monté jusqu'au grenier, il sentit sous sa pantoufle une boulette de papier fin. Il l'ouvrit et il lut: Du courage, Emma, du courage. Je ne veux pas faire le malheur de votre existence. C'était la lettre de Rodolphe, tombée à terre entre des caisses, qui était restée là et que le vent de la lucarne venait de pousser vers la porte. Et Charles demeura tout immobile et béant à cette même place où, jadis, encore plus pâle que lui, Emma, désespérée, avait voulu mourir. Enfin il découvrit un petit R au bas de la seconde page. Qu'était-ce? Il se rappela les assiduités de Rodolphe, sa disparition soudaine, et l'air contraint qu'il avait eu en la rencontrant depuis 2 ou 3 fois. Mais le ton respectueux de la lettre l'illusionna. Ils se sont peut-être aimés platoniquement, se dit-il. D'ailleurs, Charles n'était pas de ceux qui descendent au fond des choses. Il recula devant l'épreuve, et sa jalousie incertaine se perdit dans l'immensité de son chagrin. On avait dû, pensait-il, l'adorer. Tous les hommes, à coup sûr, l'avaient convoitée. Elle lui en parut plus belle, et il en conçut un désir permanent, furieux, qui enflammait son désespoir et qui n'avait pas de limite, parce qu'il était maintenant irréalisable. Pour lui plaire, comme si elle vivait encore, il adopta ses prédilections, ses idées. Il s'acheta des bottes vernies, il prit l'usage des cravates blanches. Il mettait du cosmétique à ses moustaches, il souscrivit comme elle des billets à ordre. Elle le corrompait par-delà le tombeau. Il fut obligé de vendre l'argenterie pièce à pièce, ensuite il vendit les meubles du salon. Tous les appartements se dégarnirent. Mais la chambre, sa chambre à elle, était restée comme autrefois. Après son dîner, Charles montait là. Il poussait devant le feu la table ronde et il approchait son fauteuil. Il s'asseyait en face. Une chandelle brûlait dans un des flambeaux dorés. Berthe, près de lui, enluminait des estampes. Il souffrait, le pauvre homme, à la voir si mal vêtue, avec ses brodequins sans lacets et l'emmanchure de ses blouses déchirée jusqu'aux hanches, car la femme de ménage n'en prenait guère de souci. Mais elle était si douce, si gentille, et sa petite tête se penchait si gracieusement en laissant retomber sur ses joues roses sa bonne chevelure blonde, qu'une délectation infinie l'envahissait, plaisir tout mêlé d'amertume, comme ces vins mal faits qui sentent la résine. Il raccommodait ses joujoux, lui fabriquait des pantins avec du carton, ou recousait le ventre déchiré de ses poupées. Puis, s'il rencontrait des yeux la boîte à ouvrage, un ruban qui traînait, ou même une épingle restée dans une fente de la table, il se prenait à rêver, et il avait l'air si triste qu'elle devenait triste comme lui. Personne à présent ne venait les voir, car Justin s'était enfui à Rouen,
où il est devenu garçon épicier, et les enfants de l'apothicaire fréquentaient de moins en moins la petite, m homais ne se souciant pas, vu la différence de leurs conditions sociales, que l'intimité se prolongeât. L'aveugle, qu'il n'avait pu guérir avec sa pommade, était retourné dans la côte du bois Guillaume, où il narrait aux voyageurs la vaine tentative du pharmacien, à tel point que homais, lorsqu'il allait à la ville, se dissimulait derrière les rideaux de l'hirondelle afin d'éviter sa rencontre. Il l'exécrait et, dans l'intérêt de sa propre réputation, voulant s'en débarrasser à toute force, il dressa contre lui une batterie cachée qui décelait la profondeur de son intelligence et la scélératesse de sa vanité. Durant 6 mois consécutifs, on put donc lire dans le fanal de Rouen des entrefilets ainsi conçus. Toutes les personnes qui se dirigent vers les fertiles contrées de la Picardie auront remarqué sans doute, dans la côte du bois Guillaume, un misérable atteint d'une horrible plaie faciale. Il vous importune, vous persécute et prélève un véritable impôt sur les voyageurs. Sommes-nous encore à ces temps monstrueux du Moyen Âge, où il était permis aux vagabonds d'étaler par nos places publiques la lèpre et les scrofules qu'ils avaient rapportés de la croisade? Ou bien, malgré les lois contre le vagabondage, les abords de nos grandes villes continuent à être infestés par des bandes de pauvres. On en voit qui circulent isolément, et qui, peut-être, ne sont pas les moins dangereux. À quoi songent nos édiles? Puis homais inventait des anecdotes. Hier, dans la côte du bois Guillaume, un cheval ombrageux, et suivait le récit d'un accident occasionné par la présence de l'aveugle. Il fit si bien qu'on l'incarcéra, mais on le relâcha. Il recommença, et homais aussi recommença. C'était une lutte. Il eut la victoire, car son ennemi fut condamné à une réclusion perpétuelle dans un hospice. Ce succès l'enhardit, et dès lors il n'y eut plus dans l'arrondissement un chien écrasé, une grange incendiée, une femme battue, dont aussitôt il ne fit part au public, toujours guidé par l'amour du progrès et la haine des prêtres. Il établissait des comparaisons entre les écoles primaires et les frères ignorantins, au détriment de ces derniers, rappelait la Saint-Barthélemy à propos d'une allocation de 100 francs faite à l'église, et dénonçait des abus, lançait des boutades. C'était son mot. Homais sapait. Il devenait dangereux. Cependant il étouffait dans les limites étroites du journalisme, et bientôt il lui fallut le livre, l'ouvrage. Alors il composa une statistique générale du canton d'Yonville, suivie d'observations climatologiques, et la statistique le poussa vers la philosophie. Il se préoccupa des grandes questions: problème social, moralisation des classes pauvres, pisciculture, caoutchouc, chemin de fer, etc. Il en vint à rougir d'être un bourgeois. Il affectait le genre artiste, il fumait. Il s'acheta 2 statuettes chic Pompadour pour décorer son salon. Il n'abandonnait point la pharmacie, au contraire, il se tenait au courant des découvertes. Il suivait le grand mouvement des chocolats. C'est le premier qui ait fait venir dans la Seine inférieure du Choca et de la Revalentia. Il s'éprit d'enthousiasme pour les chaînes hydroélectriques pulvermachées. Il en portait une lui-même. Et le soir, quand il retirait son gilet de flanelle, madame homais restait tout éblouie devant la spirale d'or sous laquelle il disparaissait, et sentait redoubler ses ardeurs pour cet homme plus garrotté qu'un scythe et splendide comme un mage. Il eut de belles idées à propos du tombeau d'Emma. Il proposa d'abord un tronçon de colonne avec une draperie, ensuite une pyramide, puis un temple de Vesta, une manière de rotonde, ou bien un amas de ruines. Et dans tous les plans, homais ne démordait point du saule pleureur, qu'il considérait comme le symbole obligé de la tristesse. Charles et lui firent ensemble un voyage à Rouen pour voir des tombeaux chez un entrepreneur de sépulture, accompagné d'un artiste peintre, un nommé Vaufrylard, ami de Bridoux, et qui, tout le temps, débita des calembours. Enfin, après avoir examiné une centaine de dessins, s'être commandé un devis et avoir fait un second voyage à Rouen, Charles se décida pour un mausolée qui devait porter sur ses 2 faces principales un génie tenant une torche éteinte.
Quant à l'inscription, Homais ne trouvait rien de beau comme sta viator, et il en restait là. Il se creusait l'imagination. Il répétait continuellement sta viator. Enfin, il découvrit amabilem conjugem calcas, qui fut adopté. Une chose étrange, c'est que bovary, tout en pensant à emma continuellement, l'oubliait, et il se désespérait à sentir cette image lui échapper de la mémoire au milieu des efforts qu'il faisait pour la retenir. Chaque nuit pourtant il la rêvait, c'était toujours le même rêve. Il s'approchait d'elle, mais, quand il venait à l'étreindre, elle tombait en pourriture dans ses bras. On le vit pendant une semaine entrer le soir à l'église. M. bournisien lui fit même 2 ou 3 visites, puis l'abandonna. D'ailleurs le bonhomme tournait à l'intolérance, au fanatisme, disait homais. Il fulminait contre l'esprit du siècle, et ne manquait pas tous les 15 jours au sermon de raconter l'agonie de voltaire, lequel mourut en dévorant ses excréments, comme chacun sait. Malgré l'épargne où vivait bovary, il était loin de pouvoir amortir ses anciennes dettes. Lheureux refusa de renouveler aucun billet. La saisie devint imminente. Alors il eut recours à sa mère, qui consentit à lui laisser prendre une hypothèque sur ses biens, mais en lui envoyant force récriminations contre emma, et elle demandait, en retour de son sacrifice, un châle échappé aux ravages de félicité. Charles le lui refusa, ils se brouillèrent. Elle fit les premières ouvertures de raccommodement en lui proposant de prendre chez elle la petite, qui la soulagerait dans sa maison. Charles y consentit. Mais, au moment du départ, tout courage l'abandonna. Alors ce fut une rupture définitive, complète. À mesure que ses affections disparaissaient, il se resserrait plus étroitement à l'amour de son enfant. Elle l'inquiétait cependant, car elle toussait quelquefois et avait des plaques rouges aux pommettes. En face de lui s'étalait, florissante et hilare, la famille du pharmacien que tout au monde contribuait à satisfaire. Napoléon l'aidait au laboratoire, Athalie lui brodait un bonnet grec, Irma découpait des rondelles de papier pour couvrir les confitures, et Franklin récitait tout d'une haleine la table de Pythagore. Il était le plus heureux des pères, le plus fortuné des hommes. Erreur. Une ambition sourde le rongeait, Homais désirait la croix. Les titres ne lui manquaient point. 1. S'être, lors du choléra, signalé par un dévouement sans bornes. 2. Avoir publié, et à mes frais, différents ouvrages d'utilité publique tels que... Et il rappelait son mémoire intitulé Du cidre, de sa fabrication et de ses effets, plus des observations sur le puceron laniger envoyées à l'Académie, son volume de statistiques, et jusqu'à sa thèse de pharmacien. Sans compter que je suis membre de plusieurs sociétés savantes. Il l'était d'une seule. Enfin, s'écriait-il en faisant une pirouette, quand ce ne serait que de me signaler aux incendies? Alors homais inclina vers le pouvoir. Il rendit secrètement à m le préfet de grands services dans les élections. Il se vendit enfin, il se prostitua. Il adressa même au souverain une pétition où il le suppliait de lui faire justice. Il l'appelait notre bon roi et le comparait à Henri IV. Et chaque matin, l'apothicaire se précipitait sur le journal pour y découvrir sa nomination. Elle ne venait pas. Enfin, n'y tenant plus, il fit dessiner dans son jardin un gazon figurant l'étoile de l'honneur, avec 2 petits tordillons d'herbe qui partaient du sommet pour imiter le ruban. Il se promenait autour, les bras croisés, en méditant sur l'ineptie du gouvernement et l'ingratitude des hommes. Par respect, ou par une sorte de sensualité qui lui faisait mettre de la lenteur dans ses investigations, Charles n'avait pas encore ouvert le compartiment secret d'un bureau de palissandre dont emma se servait habituellement. Un jour, enfin, il s'assit devant, tourna la clef et poussa le ressort. Toutes les lettres de léon s'y trouvaient. Plus de doute cette fois. Il dévora jusqu'à la dernière, fouilla dans tous les coins, tous les meubles, tous les tiroirs, derrière les murs, sanglotant, hurlant, éperdu, fou. Il découvrit une boîte, la défonça d'un coup de pied.
Le portrait de Rodolphe lui sauta en plein visage, au milieu des billets doux bouleversés. On s'étonna de son découragement. Il ne sortait plus, ne recevait personne, refusait même d'aller voir ses malades. Alors on prétendit qu'il s'enfermait pour boire. Quelquefois pourtant un curieux se haussait par-dessus la haie du jardin et apercevait avec ébahissement cet homme à barbe longue, couvert d'habits sordides, farouche, et qui pleurait tout haut en marchant. Le soir, dans l'été, il prenait avec lui sa petite-fille et la conduisait au cimetière. Il s'en revenait à la nuit close, quand il n'y avait plus d'éclairé sur la place que la lucarne de Binet. Cependant la volupté de sa douleur était incomplète, car il n'avait autour de lui personne qui la partageât. Et il faisait des visites à la mère Lefrançois afin de pouvoir parler d'elle. Mais l'aubergiste ne l'écoutait que d'une oreille, ayant comme lui des chagrins, car m lheureux venait enfin d'établir les favorites du commerce, et Hivert, qui jouissait d'une grande réputation pour les commissions, exigeait un surcroît d'appointements et menaçait de s'engager à la concurrence. Un jour qu'il était allé au marché d'Argueil pour y vendre son cheval, dernière ressource, il rencontra Rodolphe. Ils pâlirent en s'apercevant. Rodolphe, qui avait seulement envoyé sa carte, balbutia d'abord quelques excuses, puis s'enhardit et même poussa l'aplomb, il faisait très chaud, on était au mois d'août, jusqu'à l'inviter à prendre une bouteille de bière au cabaret. Accoudé en face de lui, il mâchait son cigare tout en causant, et Charles se perdait en rêverie devant cette figure qu'elle avait aimée. Il lui semblait revoir quelque chose d'elle. C'était un émerveillement. Il aurait voulu être cet homme. L'autre continuait à parler culture, bestiaux, engrais, bouchant avec des phrases banales tous les interstices où pouvait se glisser une allusion. Charles ne l'écoutait pas. Rodolphe s'en apercevait, et il suivait sur la mobilité de sa figure le passage des souvenirs. Elle s'empourprait peu à peu, les narines battaient vite, les lèvres frémissaient. Il y eut même un instant où Charles, plein d'une fureur sombre, fixa ses yeux contre Rodolphe qui, dans une sorte d'effroi, s'interrompit. Mais bientôt la même lassitude funèbre réapparut sur son visage. « Je ne vous en veux pas, dit-il. Rodolphe était resté muet, et Charles, la tête dans ses deux mains, reprit d'une voix éteinte et avec l'accent résigné des douleurs infinies. « Non, je ne vous en veux plus. » Il ajouta même un grand mot, le seul qu'il ait jamais dit. C'est la faute de la fatalité. Rodolphe, qui avait conduit cette fatalité, le trouva bien débonnaire pour un homme dans sa situation, comique même, et un peu vil. Le lendemain, Charles alla s'asseoir sur le banc, dans la tonnelle. Des jours passaient par le treillis. Les feuilles de vigne dessinaient leurs ombres sur le sable, le jasmin embaumait, le ciel était bleu, des cantharides bourdonnaient autour des lys en fleurs, et Charles suffoquait comme un adolescent sous les vagues effluves amoureux qui gonflaient son coeur chagrin. À cette heure, la petite Berthe, qui ne l'avait pas vu de toute l'après-midi, vint le chercher pour dîner. Il avait la tête renversée contre le mur, les yeux clos, la bouche ouverte, et tenait dans ses mains une longue mèche de cheveux noirs. « Papa, viens donc !» dit-elle. Et, croyant qu'il voulait jouer, elle le poussa doucement. Il tomba par terre. Il était mort. 36 heures après, sur la demande de l'apothicaire, M. Canivet accourut. Il l'ouvrit et ne trouva rien. Quand tout fut vendu, il resta 12 francs 75 centimes qui servirent à payer le voyage de mademoiselle Bovary chez sa grand'mère. La bonne femme mourut dans l'année même. Le père Rouault étant paralysé, ce fut une tante qui s'en chargea. Elle est pauvre et l'envoie, pour gagner sa vie, dans une filature de coton. Depuis la mort de Bovary, 3 médecins se sont succédé à Yonville sans pouvoir y réussir, tant M. Homais les a tout de suite battus en brèche. Il fait une clientèle d'enfer, l'autorité le ménage et l'opinion publique le protège. Il vient de recevoir la croix d'honneur.
Fin du chapitre 10 de la troisième partie. Fin de la troisième partie. Fin de Madame Bovary par Gustave Flaubert. Enregistré par Nadine Ekerd-Boulet à Copenhague en novembre 2012.